Bonjour. Alors hop, j'envoie du coup les stories. Bienvenue. Alors attendez, je vais faire la pub en story parce que d'habitude je fais la pub d'abord et après je nous mets en ligne, mais ça fait 2 fois qu'on a eu des problèmes de se mettre en ligne, tout ça, donc on a galéré. Hop, attendez, je vais mettre tout ça en ligne. Installez-vous dans le chat, tout ça. Venez nous dire si vous êtes là, tout ça. Et pendant ce temps, moi, je mets la story sur Narao pour dire qu'on fait l'événement sur les légendes urbaines japonaises. Enfin, ça fait depuis cet été qu'on essaie de le faire. Donc, attendez juste un petit instant. Naoya, ja, chotto hanashite, watashi ga story suru toki. そうなの Oui, フランス語で。Bonjour tout le monde. うんはジェモンジェce soir, Mhm. cuisine du Okinawa. Oui, c'était bon. Oui, c'était bon. Oui. Et Et j'ai presque fini. ジ何ジェ会った人と会った J'ai rencontré. J'ai rencontré avec っていうの Non, j'ai rencontré. Et avec toi, il en a. rencontré Ça y est. actrice du japonais. Actrice? Ah oui, une actrice japonaise. Tu as rencontré une actrice japonaise. Comment elle s'appelle? Naka Lisa. Je ne sais pas si vous connaissez. Du coup, c'est une actrice qui est assez connue au Japon, même très connue. あれに出てる。Oui, Alice in elle est dans Borderland. Alice in Borderland. Vous connaissez, je pense... Attends, je vais peut-être enlever mes lunettes. Vous connaissez, je pense, Alice in Borderland. Bah, il a rencontré l'une des actrices de Alice in Borderland aujourd'hui. Donc voilà. Je vois que vous n'êtes pas beaucoup. Enfin, il n'y a qu'une seule personne qui s'affiche pour l'instant. N'hésitez pas à venir dire bonjour, tout ça. Donc on va attendre un petit peu. Je pense avant de commencer. Aujourd'hui, on va vous parler... Voilà, c'est ça. C'est elle, Nakalisa. Et donc voilà, il a rencontré aujourd'hui. Bref, ok, aujourd'hui, on va vous parler. Ah, bonjour. Ah, ça va. Bonjour. Aujourd'hui, du coup, on va vous parler. Aujourd'hui, on va vous parler du coup de légendes urbaines japonaises. Je vous ai dit, ça fait des mois qu'on essaie de vous faire ce live parce qu'on a essayé cet été. Et on n'a pas réussi parce que je crois que c'était une demi-heure avant le live. Naoya est tombé extrêmement malade d'un seul coup, c'est-à-dire que il s'est retrouvé à s'allonger sur le parking d'un McDo parce qu'il tenait même plus debout, tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Et la semaine dernière, on a essayé de le faire aussi, le même live qu'on avait du coup décalé à la semaine dernière depuis cet été. Et je sais pas pourquoi il y a eu un bug, on n'a pas réussi à le faire. Donc il y a des gens qui m'avaient dit ouais, on dirait le live il est maudit parce que vous allez parler des légendes urbaines, tout ça. Je pense pas, mais voilà. Mais oui, je te fais des cœurs à toi et tout. Et ça va et vous? Ça fait longtemps. Oui, ça fait tellement longtemps. En plus, c'est un de nos préférés. Et du coup, en fait, il y a tellement d'histoires qu'on a envie de vous raconter. La dernière fois, on vous avait raconté la station Kisaragi. On vous avait raconté Lenlaku Matsumura. On vous avait raconté Hashak-sama. Ah oui, et la maison Hito. Et c'est tout, je crois. Et là, aujourd'hui, on va vous parler de Kune-kune, Higio-sama, Kotori-bako et Hitori-kakurenbo. Alors, je sais pas si vous en connaissez certains, on a essayé de prendre... La dernière fois, c'était vraiment des choses qui étaient très, très, très connues. C'est parmi les plus connues. Cette fois-ci, on a essayé de prendre des choses qui sont quand même connues, mais un petit peu moins. Et je pense qu'à chaque live qu'on va faire sur les légendes urbaines, on va s'avancer un petit peu dans les trucs qui sont de moins en moins connus. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Coucou, ça va? Moi aussi, j'étais trop impatiente, j'avais trop hâte de faire. Donc, alors, on va commencer par vous parler un petit peu de Kune-kune. J'ai voulu peut-être... je pense que je vais peut-être vous lire l'histoire, vous la traduire au fur et à mesure, parce que il y a des histoires qui sont intéressantes quand même, mais je trouvais juste dommage de vous présenter juste les créatures sans rien vous dire au final. Donc voilà. Alors, je vais vous raconter l'histoire, du coup, qui rend un petit peu ces personnages célèbres. Alors, Kune-kune... C'est une histoire un petit peu de la... Ouais, c'est ça, c'est une créature qui fait ça. C'est une histoire, en fait, de la campagne japonaise. Ça se passe dans la campagne profonde. Et
D'ailleurs, pourquoi on ne voit plus les enregistrements des anciens lives? Mais ça, pour... donc, petit aparté, mais je crois que c'est normal, non? Je sais pas, j'avoue que je m'y connais pas trop sur Twitch, mais je crois que c'est normal que ça s'efface au bout d'une semaine, non? Nous, on les prépare, on va les mettre sur YouTube. Ils sont on va les mettre sur YouTube. J'avoue qu'ils sont sur mon ordinateur, mais je crois que c'est normal que ça s'efface. Ah oui, voilà. Mais là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de live parce que du coup, celui de la semaine dernière était annulé. Mais du coup, j'essaye de penser à tous les télécharger pour après les mettre sur YouTube en replay. Mais j'avoue que des fois, ça m'est arrivé d'oublier. Donc voilà. Normalement, du coup, ouais, j'ai pas tout, mais j'ai la majorité quand même. Alors, du coup, pour Kune, on a... Donc, tout ça, c'est un petit peu des légendes urbaines d'Internet. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des légendes urbaines. C'est pas des légendes anciennes ou quoi que ce soit. Et principalement, ça vient de forums japonais où des gens vont venir raconter un petit peu leurs histoires. Et du coup, après, nous, on vous traduit les histoires et on vous les partage. C'était ce qu'on avait fait déjà avec la station Kisaragi, qui était du coup une légende qui était sous forme de message sur un forum qu'une personne avait laissé en se retrouvant dans une gare qui était complètement abandonnée, où il n'y avait personne, qui n'existait sur aucune carte, etc. Et du coup, il y a plein d'autres personnes qui ont eu des histoires un petit peu bizarres. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses aussi sur des forums français, peut-être. J'avoue que j'en connais pas beaucoup, mais c'est quelque chose d'assez courant. Je sais, même sur les forums américains, j'ai déjà croisé ce genre de choses. Sur les forums français, je suis pas sûre. Mais sur les forums japonais, il y en a quand même pas mal. Oui, je vais les poster. Je crois que je vais les poster sur YouTube. Je vous mettrai ça, je pense, sur le site de Narao directement dès que je l'aurai fait. Et alors, du coup, pour revenir à Kune, c'est du coup une créature qui sort d'un récit que je vais vous traduire petit à petit. Donc, on va y aller comme ça. Là, je vous fais la traduction en direct. Donc, je parle comme si j'étais le narrateur. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé quand j'ai visité la maison de ma grand-mère quand j'étais enfant. On allait visiter la maison de ma grand-mère une fois par an. Donc, pendant Obon, alors je sais pas si vous connaissez Obon, c'est un peu la fête des morts, c'est pendant l'été et c'est quelque chose qu'on fait très très régulièrement au Japon, d'aller chaque année à Obon dans sa famille. Donc c'est pour ça qu'il va chez sa grand-mère à Obon en été, parce que c'est quelque chose de vraiment très courant, c'est pas exceptionnel, c'est très très courant. Et donc il allait chaque année une fois par an chez sa grand-mère à Obon. Et donc dès qu'il est arrivé, avec son grand frère, il est allé courir dehors pour aller jouer. Donc il a trouvé ça très très différent de la ville, l'air était frais, était propre, etc. Il y avait la brise fraîche et tout ça pendant qu'il courait avec son frère dans les champs de riz, je pense qu'on dit les rizières en français, oui les rizières. Et du coup, le vent s'est arrêté par contre au moment où le soleil était juste au-dessus d'eux, dans le ciel. Le soleil avait monté dans le ciel et soudainement, le vent s'est arrêté. Et tout d'un coup, donc le narrateur a remarqué que le vent s'était complètement arrêté et il y a eu un vent chaud cette fois-ci qui est venu. Alors que jusqu'à maintenant, ils avaient la brise fraîche, tout ça. Et il était un petit peu dégoûté parce qu'il s'est dit oh, je passais un bon moment avec la brise fraîche, tout ça, c'était agréable. Et là maintenant il fait super chaud, c'est quand même assez désagréable. Et il a regardé autour de lui pour se demander d'où est-ce que ça venait. Et il a regardé la rizière, donc les champs de riz. Et il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose d'un petit peu bizarre. C'était quelque chose qui était très très loin dans la distance. C'était loin. Et il savait pas exactement ce que c'était. Il le voyait très très loin. C'était à peu près la taille d'un humain, mais c'était blanc et ça bougeait comme ça. Et non, ça bougeait comme ça. Oui, comme ça. Voilà, c'était tout blanc, de la taille d'un humain et ça bougeait comme ça. Au loin, dans les champs de riz. Attendez, parce que en même temps je lis pas ce que vous dites. Attendez, je passe. Oui, aujourd'hui c'est la fête des morts en France aussi. Et du coup, alors attendez, je reviens du coup à ma légende et que je retrouve là où j'en suis. Et donc c'était à peu près la taille d'un humain, ça bougeait comme ça, c'était blanc et il y avait rien d'autre autour. Il y avait que les champs de riz.
Donc il n'y avait pas de raison en fait pour qu'il y ait une personne qui se tienne au milieu, là-bas, au milieu de rien. Mais surtout en faisant comme ça. Donc c'était un petit peu bizarre. Et à un moment, il a regardé comme ça. Ah, voilà, c'est ça, connais. Et donc à un moment, il a regardé comme ça. Et il s'est dit, peut-être que ce serait un nouveau genre d'épouvantail. C'est obligé que ce soit ça. Il n'y a pas tellement de... Alors, au Japon, ils ont beaucoup de problèmes avec les corbeaux. Ils disaient, il n'y a pas tellement de corbeaux pourtant, mais ça doit être un type épouvantail. Je sais pas pourquoi je dis éventail. D'épouvantail. Et du coup, son frère, il lui a dit, oui, tu as raison, tout ça. Et son frère, il a regardé aussi. Et la chose continuait de faire ça. Voilà. Là, on a mis l'image, mais imaginez que ça bouge comme ça. Ça s'arrête pas de bouger comme ça. C'est une espèce de personne blanche comme ça qui bouge comme ça. Et son frère continue de le regarder. Il dit, mais ça s'arrête pas de bouger en fait. C'est quand même super bizarre. Et il voulait savoir ce que c'était. Son frère voulait absolument savoir ce que c'était. Il dit, quand même, c'est super bizarre. Donc, en fait, il est retourné dans la maison de sa grand-mère. Et il est revenu avec une paire de jumelles. Pour pouvoir regarder, du coup, le truc qui bougeait. Et il avait l'air, voilà, super enthousiaste. Il a dit, je vais regarder. Donc, attends, d'abord, c'est moi qui regarde. Et après, je te passe les jumelles. Et son frère, du coup, le frère du narrateur, a regardé à travers les jumelles. Et soudainement, son visage, il a complètement changé. Donc, il a vraiment pâli. Et comme si un peu, il était en train de s'étouffer, tout ça. Et il a eu des sueurs froides et tout ça. Et il a fait tomber les jumelles. Et le narrateur, du coup, il a eu super peur. Il lui a dit, mais qu'est-ce que c'était? Et son frère, il a répondu, il vaut mieux que tu saches pas. C'est pas fini. Et du coup, c'était pas la voix de son frère. C'était trop bizarre. Et juste comme ça, son frère, hop, il s'est retourné et il est reparti dans la maison. Et du coup, le narrateur a ramassé les jumelles et il a voulu regarder ce que c'était parce que c'est mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il a voulu regarder, mais il y avait quelque chose quand même qui le dérangeait. Il disait, il y a quelque chose qui m'embête là quand même. Et parce qu'en regardant de loin, on aurait juste dit un truc blanc, comme ça. Et il trouvait que c'était un petit peu bizarre, mais pas spécialement effrayant. Mais vu la réaction de son frère, il disait, ouais, il faut que je regarde. Mais quand même, il n'était pas rassuré. Et il voulait absolument voir ce que son frère avait vu quand même. Et il s'est dit, vraiment, ça doit être effrayant, donc je dois regarder tout ça. Et au moment où il a mis les jumelles pour regarder comme ça, il y a son père qui est arrivé en courant. Et il lui a dit, ne regarde pas la chose blanche. Est-ce que tu as vu la chose blanche à travers les jumelles? Et il était super inquiet en fait, le père. Et le narrateur il a dit, non, j'ai pas encore regardé. Et le père a dit, oh, Dieu merci, tu n'as pas regardé à travers les jumelles. Et du coup, ils sont retournés ensemble à la maison et le narrateur il dit, je comprenais rien à ce qui se passait. Et quand ils sont retournés à la maison, absolument tout le monde était en train de pleurer. Et le narrateur, il s'est dit, est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que j'ai fait un truc et tout? Et en fait, non, c'était pas à cause de lui. Quand il a regardé son frère, il a vu que son frère, il riait comme s'il était devenu complètement fou. Et il bougeait comme la chose qu'il avait vue dans les champs. Il s'était mis à bouger comme ça, son frère. Ça fait trop peur quand même quand on fait comme ça. Tu imagines quelqu'un qui bouge comme ça dans les champs? Oui, voilà, il bougeait comme ça. Et il s'arrêtait pas de bouger. Et il a dit, franchement, voir son frère comme ça, c'était plus effrayant que tout ce qu'il pouvait imaginer que cette chose blanche était. Il n'arrivait pas à imaginer un truc aussi effrayant que voir son frère, hop, qui s'arrêtait pas de faire ça. C'était trop bizarre, il a dit. Et je rigole, mais voilà, ça fait peur quand même. Voilà. Et du coup, au moment où c'était le moment de retourner chez eux, donc après la fin de Obon, de rentrer chez eux en ville, du coup, parce que ça, c'était la maison des grands-parents, la grand-mère a dit, en fait, il vaut mieux que vous laissiez le grand frère ici, parce que, en fait, ce sera plus facile de vivre ici pour lui, parce que déjà, vous habitez dans une petite maison en ville, faut penser à vos voisins, voilà, ça va être bizarre, donc laissez-le ici. Et elle dit, la meilleure chose à faire, la seule chose qu'on puisse faire, c'est, on va le relâcher dans les champs dans quelques années, en mode il va aller faire ça dans les champs. Non, je rigole, mais c'est censé être effrayant. Mais du coup, elle dit, on va le relâcher dans les champs dans quelques années.
Et du coup, le narrateur, il a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Il s'est dit qu'il reverrait jamais son frère comme il était avant. Et que même s'il revenait l'année prochaine à Obon, ben, ce serait pas son frère puisqu'il continuerait de faire ça. Arrêtez, ça me fait rigoler, mais... attendez, je vais regarder vos commentaires. Avec la musique derrière, le temps que vous verrez ici. C'est venu des fois. Arrêtez, vous me faites rigoler alors que je suis censée avoir la voix hyper... je suis censée vous faire peur un petit peu. Nani? Non, on va laisser... Il me demande si vous voulez arrêter la musique. Non, on va laisser la musique, ça met l'ambiance. Et du coup, je sais plus où j'en suis. Konbanwa. Ah, il y a quelqu'un qui dit konbanwa? Bonsoir. Bonsoir. Et du coup, voilà, il s'est mis à pleurer, tout ça. Et au moment où ils ont dit au revoir, parce qu'au final, il laissait le frère avec les grands-parents, il s'est dit qu'il a vu peut-être son frère qui a fait ça, même en continuant de faire ça, qu'il a fait ça. Et au fur et à mesure que du coup, il s'éloignait, il avait envie de voir son frère. Donc, il a regardé. Il voulait voir son frère au fur et à mesure que la voiture, du coup, s'éloignait de la maison des grands-parents. Et il a regardé à travers les jumelles son frère. Et en fait, à travers les jumelles, il a vu que son frère, donc en continuant de faire ça, en fait, il pleurait. Son frère était en train de pleurer tout en dansant, en bougeant comme ça. Et du coup, il s'est remis à pleurer. Il a enlevé les jumelles. Et il espérait que... Attendez, je continue. Et l'histoire se termine en disant que en fait, il a voulu encore regarder son frère à travers les jumelles. Et en fait, ce qu'il voyait, c'était pas son frère, c'était le truc comme ça. Et du coup, en fait, il aurait jamais dû le regarder puisque lui aussi va devenir comme ça. Donc, ça finit un petit peu comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça que finit l'histoire. Donc, peut-être que le narrateur aussi va devenir un... Ça s'appelle Kune-Kune. Voilà, il va devenir un Kune-Kune peut-être. Cette année, elle va changer Kune-Kune. Non, je vais pas me transformer en Kune-Kune. Non. Mais du coup, sachez que si vous allez à la campagne au Japon et que vous voyez un truc blanc au loin qui bouge comme ça, il faut pas regarder à travers des jumelles. Peut-être pas essayer de s'approcher non plus. Mais du coup, c'est une légende qui est super connue. Moi, je la trouve trop drôle. Mais vous allez voir, la prochaine légende, elle est drôle aussi. Hein. Mais ouais, mais la campagne japonaise, je conseille quand même. Mais j'aime trop les légendes de la campagne japonaise parce que c'est exceptionnel quand même. Et je sais pas, ça fait peur un peu. T'imagines un truc, tu vois au loin, c'est une personne qui bouge comme ça. Je sais pas, j'arrive même pas à imaginer. Genre, je peux faire bouger ma main, mais j'arrive pas à imaginer la personne, elle bouge comme ça. Genre, je sais pas trop comment elle bouge. Mais voilà. Alors, les rizières. Non, mais arrêtez. Non, franchement, ça vaut le coup. Alors, on va peut-être passer à la deuxième légende, qui est très particulière aussi. Attendez, j'hésitais à vous la raconter celle-là parce qu'elle est quand même un petit peu longue. Mais je pense que je vais quand même le faire. Donc, je vous sauterai quelques petits paragraphes. Donc, excusez-moi si c'est pas ultra fluide non plus. Parce que du coup, au fur et à mesure que je lis, je vais vous sauter des trucs, tout ça. Parce que là, j'ai le texte complet sous les yeux. Mais je vais traduire et vous donner que les informations importantes. Du coup, ce sera pas forcément hyper fluide. Mais je vais vous parler du coup de Higyo-sama. Alors, l'image, elle est hyper bizarre. Mais c'est censé être... c'est Higyo-sama. C'est Higyo-sama. C'est ça. C'est extrêmement bizarre. Moi, j'ai vu l'image, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, je vais vous raconter un petit peu la légende, du coup, la légende urbaine de Higyo-sama. Alors, là, je vous lis encore... voilà, c'est... Naoya spoiler, d'ailleurs. Oh là là. Alors, attendez. Il vous a spoilé un petit peu, mais moi, je vais vous raconter la vraie histoire. Enfin, la vraie histoire, du coup, que je récupère. Là, comme tout à l'heure, c'est, du coup, un narrateur qui parle et un poulet avec des... Non, il a pas des pattes carottes, il a des yeux humains. C'est un poussin avec des yeux humains. Il a pas c'était des pattes normales, c'était pas des pattes carottes. Et du coup, attendez. Donc, je vous lis comme si j'étais le narrateur, comme tout à l'heure. Donc, alors, il ne travaille plus actuellement, mais les parents de ma mère avaient une ferme... Comment on dit? Une ferme de poulets? Ouais, une ferme de poulets dans la préfecture de Shimane. Tous les ans, pendant les vacances d'été,
nous 4, ma mère, ma grande sœur, mon petit frère et moi-même, nous allions rester un petit peu avec eux. Mon père ne venait pas parce qu'il travaillait. Donc il n'arrivait pas à avoir des vacances, donc il restait à la maison. Mais un poulailler, j'ai l'impression que c'est un petit truc, c'est pas genre toute la ferme, non? Genre le poulailler, c'est que le bâtiment, un petit bâtiment où il y a les poulets, non? Ils ont une ferme avec des poulets, ouais. Mais peut-être qu'on dit poulailler, ouais. Et du coup, la maison de la famille de ma mère était dans la préfecture de Shimane, dans un village qui s'appelait Oti. Donc c'était un endroit qui était vraiment envahi par la nature, la beauté de la nature. Mais en fait, pour dire les choses clairement, c'était au milieu de nulle part. C'est pas moi qui le dis, c'est le narrateur. C'était au milieu de nulle part. C'était très beau, mais au milieu de nulle part. Genre beauté de la nature et tout ça. Et du coup, ils restaient toujours là-bas pour à peu près une semaine et ils s'amusaient. Et puis voilà, les grands-parents, ils étaient toujours aux petits soins. Et c'était la campagne, du coup, tout le monde se levait toujours très très tôt et allait se coucher très très tôt. Il se levait à 4h du matin, avant même que le coq, du coup, chante le matin. Et puis, il commençait à travailler sur la ferme. Il nettoyait tout, il récupérait les œufs, il vérifiait, je sais pas comment dire en français, un incubateur. Il vérifiait l'incubateur et il réparait tout s'il y avait des trucs à réparer. Et vers 5h du soir, il s'arrêtait pour manger le dîner. Et vers 7h, le grand-père buvait un verre et allait s'endormir. Et du coup, les enfants aussi, ils allaient dormir vers 8h. Mais c'était un petit peu difficile pour eux de dormir à cette heure-là parce qu'ils n'étaient pas habitués. Et du coup, ils se mettaient à parler, à discuter ensemble à propos, par exemple, de la rivière à laquelle ils avaient été, ce qu'ils voulaient faire le jour d'après. Et des fois, ils restaient réveillés presque toute la nuit parce que ils étaient habitués à ça. Et vers minuit, il regardait en fait le plafond comme ça. Et il a entendu la porte de la chambre de son grand-père s'ouvrir. Et le plancher du couloir craquait en fait. Et il a entendu ça et il a entendu que quelqu'un a ouvert la porte d'entrée et sorti à l'extérieur. Et du coup, il était comme ça, à moitié endormi, à moitié réveillé. Et il a entendu que l'horloge a sonné 12 coups. Donc il était minuit. Et il s'est dit, c'est aussi tard que ça. 5 minutes plus tard, il a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Et il a entendu que quelqu'un enlevait ses chaussures à l'entrée, parce que peut-être que vous savez, mais dans les maisons japonaises, on enlève forcément les chaussures à l'entrée. Donc il a entendu quelqu'un qui enlève les chaussures à l'entrée. Et après, il a entendu de nouveau le plancher du couloir craquer. Et il a entendu que la porte de la chambre de son grand-père s'est refermée. Et il s'est dit, peut-être que mon grand-père ou ma grand-mère sont allés vérifier un petit peu les poulets qui sont, enfin les poulets, les coqs qui sont dehors. Et juste après ça, il s'est endormi. Et du coup, il s'est réveillé le lendemain matin. Et il s'est réveillé un petit peu tard. Tout le monde avait déjà mangé le petit déjeuner. Et absolument tout ça s'est passé quand il était à moitié endormi. Donc il s'est dit peut-être que c'était qu'un rêve au final. Il n'est pas sûr que c'était vrai. Mais la nuit suivante, il avait un petit peu du mal à dormir encore une fois. Et exactement au même moment, quelqu'un est sorti et est revenu 5 minutes plus tard. Comme la première nuit. Et la nuit suivante, et la nuit suivante, et la nuit suivante, toujours vers 11h30, quelqu'un sortait et revenait vers minuit 5. Donc 5 minutes après qu'il entende les 12 coups. Et quand il demandait à son frère ou à sa sœur, il disait est-ce que vous avez entendu? Et tout le monde lui répondait non. On n'a pas remarqué, on n'a pas entendu tout ça. Et il a dit ça s'est passé à ce moment-là de sa vie où, vous savez, quand on est un petit peu enfant, on commence à s'intéresser un petit peu à ce qu'ils font les adultes. On est un petit peu curieux de tout. Et il voulait savoir ce que cette personne, parce qu'on ne sait pas qui c'est le grand-père, c'est la grand-mère, on ne sait pas, ce que cette personne, en fait, faisait en plein milieu de la nuit, dehors. Et du coup, le 5e jour, il s'est dit, je vais conserver mon énergie, comme ça, je peux rester bien éveillé cette nuit, et je pourrai suivre la personne qui sort toutes les nuits. Et jusqu'à maintenant, il a dit il galérait à s'endormir et ça l'embêtait. Là, ça l'a pas embêté du tout. Il est resté réveillé exprès. Il a fait de son mieux pour rester à fond énergique, tout ça. Il s'est presque endormi, mais il a réussi à rester réveillé. Et hop, il a réalisé que quelqu'un, du coup, était en train de passer. Donc, il a attendu jusqu'à ce que la personne soit dehors. Il a attrapé ses chaussures et il a suivi. Il a vu son grand-père qui entrait dans... Alors, comment on dirait en français ? La pièce de l'incubateur.
Et c'était à peu près à 50 mètres de la maison principale. Et du coup, la pièce de l'incubateur, c'est un bâtiment spécial où les œufs sont placés dans des incubateurs et ils sont genre chauffés jusqu'à ce qu'ils éclosent. Et là-bas, du coup, les poussins grandissent pendant une certaine période de temps. En fait, je suis pas très connaisseuse sur les poulets. Attendez, je vois qu'il y a des commentaires. J'ai toujours dit qu'on peut pas faire confiance à un poulet. Et attendez, je continue. Et du coup, il s'est faufilé derrière son grand-père. Et comme le grand-père avait pas allumé les lumières, en fait, il pouvait juste se baser sur... Il y avait de la lumière rouge, en fait, et il se basait seulement sur ça. C'est la lumière rouge dans les incubateurs. Et parce que du coup, c'est pour chauffer. Et du coup, c'était vraiment de la lumière tamisée, tout ça. On galère un petit peu à voir quand même. Il voyait pas très clairement. Et son grand-père regardait les incubateurs avec un regard très sérieux, une expression extrêmement sérieuse sur son visage. Il a sorti 3 œufs des incubateurs et en ne les regardant pas, en détournant le regard, il les a cassés dans une poubelle qui était juste à côté. Il les a jetés dedans, sans regarder comme ça. Et du coup, le narrateur, il était tellement choqué, il a dit mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, son grand-père, il a été extrêmement choqué. Il était encore plus choqué que le narrateur qu'il a vu jeter les œufs. Il était extrêmement choqué. Il était super surpris. Et tellement le narrateur, il a dit, je me suis inquiétée qu'il allait s'évanouir de surprise. Mais quand il a réalisé que c'était moi, du coup, il avait pas, en fait, la lumière n'était pas assez bonne, il n'avait pas vu que c'était son petit-fils. Quand il a réalisé que c'était lui, il a eu une expression soulagée, tout ça, ça allait mieux. Et il lui a dit, ah, c'est juste toi, ne me fais pas peur comme ça. Et du coup, le narrateur, il a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Il lui a répété, mais qu'est-ce que tu fais? Et le grand-père, il a dit, j'enlève les mauvais œufs. Et il a de nouveau regardé les incubateurs. Et le narrateur, il dit, mais moi, j'avais jamais entendu ça, qu'on enlève les mauvais œufs. Ça met la chambre de poule. Et attendez, vous allez voir, hein, on en a prévu plein des comme ça. Et donc, il lui a dit, je sais plus où j'en suis. Ah oui, il dit, j'enlève les mauvais œufs. Et du coup, le narrateur dit, mais il y a des mauvais poussins. Et il dit, oui, si je ne les enlève pas, alors quelque chose de terrible va arriver. Et en disant ça, il prend un autre œuf de l'incubateur. Le narrateur essaye de regarder et le grand-père panique. Il dit, ne regarde pas, tu vas devenir aveugle. Tu vas devenir aveugle si tu regardes. Et du coup, il a crié ça. Et immédiatement, hop, il a cassé l'œuf dans la poubelle. Et le narrateur, il dit, donc c'est quand il raconte, c'est pas ce qu'il dit au grand-père, c'est quand il raconte, il dit qu'il avait vu un poussin dans l'œuf. Il y avait des craquements sur l'extérieur de l'œuf, comme si il allait juste éclore à ce moment-là. Et il se disait, voilà, ça doit être vraiment bizarre à l'intérieur de la poubelle, ça doit être dégueulasse en fait à l'intérieur de la poubelle, ça doit être tout gore et tout, donc il a pas voulu voir. Et du coup, le grand-père, de toute façon, a immédiatement recouvert la poubelle d'un couvercle. Et il y avait un papier blanc sur le couvercle de la poubelle. Et le narrateur s'est demandé ce que c'était. Et le grand-père, immédiatement, a regardé sa montre et il a dit, c'est minuit passé, on a fini pour la journée. Hop, on va retourner au lit. Et du coup, le narrateur, il a dit, ça le faisait flipper en fait ces endroits. Du coup, il ne voulait pas rester là tout seul. Donc, hop, il est sorti rapidement. Et il a cru qu'il a vu quelque chose qui ressemblait à un jouet à côté de la porte de la pièce des incubateurs. Mais il était fatigué et il avait un petit peu peur. Du coup, il s'est dit, j'irai vérifier demain. Et là, pour l'instant, il a suivi son grand-père jusqu'à la maison principale. Et là-bas, il a passé le reste de la nuit dans la chambre du grand-père parce qu'il avait super peur. Le lendemain matin, il a été... Alors, c'est un passe-temps que les enfants japonais font beaucoup, c'est aller attraper des insectes. Du coup, le lendemain, il est allé attraper des insectes. C'est pas bizarre, c'est quelque chose qui se fait au Japon. Voilà. Il a été attraper des insectes avec son petit frère. Et quand ils sont revenus, ils ont mangé du coup le repas du midi assez tôt. Et il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Et parce qu'il s'est dit, ah, grand-père est là aujourd'hui. Mais il n'avait jamais vu le grand-père manger le déjeuner avec eux. Normalement,
il partait toujours quelque part à 11h30 du matin. Vous voyez, comme à 11h30 du soir. À 11h30 du matin, il disparaissait toujours pour aller quelque part. Et du coup, il ne mangeait jamais le déjeuner avec eux normalement. Et ce jour-là, apparemment, il était allé voir un ami en ville le matin. Il est revenu vers 11h et il était un petit peu bourré. Il était un petit peu saoul. Et du coup, il les a rejoints à la table. Il a mangé un petit peu de riz blanc avec du thé, avec des légumes. Et il est tombé complètement, endormi sur la table. Évidemment, parce qu'il était très, très fatigué, il avait un peu bu quand même. Voilà, bon, c'était le grand-père. Et tout le monde s'est dit, ce serait pas sympa de le réveiller. Donc, ils l'ont laissé là, sur la table, endormi. Et ils sont allés jouer dehors. Et le narrateur s'est rappelé de... Tu m'as dit... Attendez, j'arrive pas à lire le chat. C'est lui qui pond les yeux. Arrêtez ou c'est là le... Je vais arriver. Non, depuis tout à l'heure j'ai envie de rigoler, donc j'essaie de vous mettre la bonne ambiance. Je lis les commentaires après. Et du coup, il s'est rappelé qu'il avait vu un truc bizarre dans la la pièce des incubateurs. Qu'il avait vu un truc bizarre qui ressemblait à un jouet près de la porte. Et du coup, il s'est dit, je vais aller voir ce que c'était. Il a emmené son frère. Il s'est dit, je vais aller voir ce que c'était. Et c'était pas un jouet. C'était un petit miroir. Et le derrière du miroir avait été peint en rouge. Et il y avait aussi une petite figurine d'une vache. Et puis des fleurs en plastique. Et dans la nuit, ça lui avait paru genre hyper coloré tout ça dans la lumière rouge. Mais là, en fait, c'était pas des jouets. Et donc, il avait cru que c'était des jouets, mais c'était pas des jouets. Et du coup, il s'est dit, mais en fait, à quoi ça sert? Le petit miroir, la vache en plastique et les fleurs en plastique. Non, la vache, elle est pas en plastique, pardon. Elle est en... Comment on dit? En argile. Elle est en argile. Et les fleurs sont en plastique. Et du coup, il s'est dit, mais ça sert à quoi d'avoir ça dans la salle des incubateurs? Et il s'est rappelé que le grand-père avait jeté les œufs dans la poubelle la nuit précédente. Il n'avait pas bien vu, parce qu'il y avait... c'était lumière très, très, très tamisée. Et là, quand il a regardé la poubelle, il a vu qu'il y avait des caractères sur le papier blanc qui était sur la poubelle. Et c'était... alors, c'est pour les gens qui parlent un petit peu japonais ou qui savent un peu comment ça fonctionne le japonais, il y a les caractères qu'on appelle des kanji. Il y a à peu près 2000 kanji. Les enfants ne savent pas forcément lire les kanji. On les apprend au fur et à mesure. Là, il disait que c'était des vieux kanji qu'il n'arrivait pas à lire. Donc, il y avait des caractères qu'il n'arrivait pas à lire, en fait, sur le papier blanc, sur la poubelle. Et hop, le petit frère a remarqué qu'il y avait un œuf qui était en train d'éclore dans l'incubateur. Il a dit, oh, il y en a un qui est en train d'éclore. Et du coup, le narrateur, hop, s'est tourné comme ça, il voulait regarder aussi. Donc, il a ouvert, hop, l'incubateur. Et il a vu qu'il y avait un poussin dedans. Mais qu'il y avait quelque chose qui était différent des autres poussins à propos de ce poussin-là. Et en regardant d'un petit peu plus près, il a remarqué que, contrairement aux autres poussins qui naissent normalement, celui-là, il n'était pas en train de trembler comme ça. Et il n'était pas en train de... Alors, je sais pas comment on dit le cri des poussins, mais il n'était pas en train de faire pi, 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 comme ça. Il ne parlait pas. Enfin, je sais pas comment on parle du cri des poussins. Et piailler, peut-être, il n'était pas en train de piailler. Et il a remarqué qu'il n'avait pas des yeux de poussin, mais il avait des yeux d'humain. Voilà. Et ça a sauté. Donc, quand il regardait le poussin, il a sauté de l'étagère de l'incubateur. Et hop, il a sauté sur le sol. Il s'est même pas secoué la tête ou quoi que ce soit. Hop, il a sauté comme ça sur le sol. Et ça a couru. Il a couru. Et du coup, le narrateur, il a juste regardé comme ça. Il a regardé courir et hop, il est sorti. Il est parti. Le petit poussin. Avec des yeux d'humain. Et il s'est sorti de la chambre des incubateurs. Et il a disparu à l'ouest, le poussin. Et du coup, il était complètement paralysé. Le narrateur, il a regardé le poussin partir à l'ouest. Et dès qu'il a pu bouger, il a regardé son frère. Et il a vu que son frère, il y avait de la bave qui le coulait comme ça, le long du menton. Et que ses yeux étaient complètement vides en fait. Il avait de la bave comme ça et des yeux complètement vides, le petit frère.
Et il a appelé le nom de son petit frère comme ça, il a appelé alors qu'il était juste à côté. Et aucune réaction. Le petit frère ne répondait pas. Et comme s'il ne remarquait pas qu'il était là. Il a continué de hurler son nom. Et ses grands-parents sont arrivés comme ça dans la pièce. Et lui ont demandé immédiatement, est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu l'as regardé? Et en parlant du poussin. Et le narrateur a répondu non, je ne l'ai pas regardé. Et le grand-père a regardé dans ses yeux, il a dit, tu as regardé, tu l'as vu, je suis sûre que tu l'as vu. Il dit, c'est parti où? Et du coup, il a pointé à l'ouest, il a dit, il est parti vers là-bas. Le grand-père a attrapé la petite statuette en forme de vache, les fleurs en plastique, et est parti dans la direction où le narrateur pointait. La grand-mère a continué d'appeler le nom du frère encore et encore et encore, mais il n'y avait aucune réponse. Il a continué d'avoir de la bave qui coulait le long de son menton, et toujours des yeux vides et toujours aucune réponse. Et elle a demandé, la grand-mère a dit, il a croisé le regard de Higio-sama, pas vrai? Et du coup, le narrateur a dit, mais il va jamais aller mieux, il va pas aller mieux? Et la grand-mère a dit, je sais pas, attrape ce miroir, ok? Et du coup, il a pris le miroir et il lui a donné. Et elle lui a dit, tu peux pas être là, va voir ta mère maintenant. Et du coup, il a été voir sa mère et sa sœur. Il savait pas trop quoi faire, du coup, juste il les a pris dans ses bras comme ça. Sa grand-mère est revenue un petit peu plus tard avec son frère. Et il s'est dit, ah, il va mieux puisque son frère, il marchait. Il s'est dit, ah, enfin une réaction, il va mieux. Mais il y avait quand même quelque chose de bizarre encore. Il lui a parlé. Et c'était son frère, effectivement. Genre, il n'y avait pas de différence avec son frère. Et il se rappelait, quand il a parlé avec son frère, il se rappelait d'être allé dans la chambre des incubateurs, tout ça. Et il se rappelait ce qu'ils avaient fait la veille dans la campagne. Et il se rappelait ce qu'ils avaient fait juste avant aussi. Et il y avait quand même quelque chose de différent. Même s'il avait tous les souvenirs et tout ça, qu'il n'y avait aucun souci, il y avait quand même quelque chose de différent. Et la mère a remarqué aussi, et elle a demandé à sa grand-mère, mais est-ce que... Et hop, elle finit pas sa phrase. Et la grand-mère a hoché la tête comme ça. Et sa mère a pris le petit frère dans les bras et elle s'est mise à pleurer. Et le petit frère a juste regardé comme ça, avec des yeux complètement vides. La petite sœur regardait, hop, avec une confusion extrême, elle comprenait pas du tout ce qui se passait. Mais dès qu'elle a vu la mère pleurer, elle s'est mise à pleurer aussi. Et la grand-mère est revenue, le grand-père est revenu un petit peu plus tard. Et il a dit, c'est pas possible. On n'a pas réussi à faire les choses à temps. Il a secoué la tête comme ça. Et il a dit, je sais pas qui ça sera, mais ça va arriver dans les 2 ou 3 prochains jours. Donc il dit pas de quoi il parle. Il dit, je sais pas qui ça sera, mais ça va arriver dans les 2 à 3 prochains jours. Est-ce que tu peux sortir les vêtements? Alors c'est les vêtements de deuil. Est-ce que tu peux sortir les vêtements de deuil? Et voilà, les aérer un petit peu quelque temps. Et en disant ça, il a pris le petit frère et hop, il lui a pris dans ses bras. Il a dit, je suis désolée, c'est arrivé parce que je me suis endormie, je suis désolée. Et le petit frère, il dit, ah, mais parce qu'il le serrait fort, il dit, ah, ça tu me fais mal et tout ça. Et le narrateur, il dit, mais c'est exactement comme mon frère réagit. C'est vraiment mon frère, mais en même temps, ça se voit, il y a quelque chose, ça se voit que c'est pas mon frère. Et son grand-père lui a parlé après ça. Il lui a dit, les poussins qui sont nés quand le soleil est au plus haut point dans le ciel, ou alors quand c'est, hop, la partie la plus profonde de la nuit, ont un certain rôle. C'est pour ça que nous devons les tuer. Et il a dit, mais alors, les poussins qui éclosent la nuit, c'est ce qu'on appelle Higio-sama, parce que du coup, la grand-mère a dit, appelez ça Higio-sama. Et le grand-père lui a dit, ah, mais tu as entendu ça où? Après, il s'est dit, ah, oui, donc ta grand-mère t'a dit non. Non, en fait, c'est pas ça. Ceux qui éclosent la nuit deviennent quelque chose d'encore plus terrifiant. Et il s'est tourné vers la chambre des incubateurs avec un regard un peu grave sur son visage. Et son grand-père ne lui a jamais dit ce que les poussins de la nuit devenaient. Et du coup, c'est Higio-sama, c'est les poussins du jour. Les poussins du jour. Apparemment, ce serait encore pire si le frère avait regardé un poussin de la nuit. Heureusement plus ou moins, il a regardé un poussin du jour. Et le narrateur continue en disant que plus tard, quand il est devenu lycéen,
un de ses camarades de classe aussi avait une famille qui avait une ferme de poulets, donc des poulaillers. Il lui a demandé s'il avait déjà entendu parler de Higio-sama, et au début, l'autre personne a juste regardé avec un air un petit peu confus, et après il lui a dit « Ah, tu veux dire le poulet Iwashi ?» Et apparemment, en fait, ils ont plusieurs, selon les régions, tout ça, il y a plusieurs noms pour ces poussins-là, mais apparemment, c'est quelque chose d'assez répandu, en tout cas selon cette légende. Et apparemment, maintenant, sur les incubateurs, il y a une technologie qui permet de savoir directement, hop, à quelle heure le poussin est né et immédiatement de tuer le poussin. À ce moment-là, pour être sûr qu'il n'y a pas de Higio-sama qui naissent encore. Et du coup, le narrateur termine l'histoire en disant qu'il retourne toujours à Shimane chaque année, que son frère travaille actuellement en tant que professeur d'école primaire, mais le narrateur n'arrive même pas à se rappeler comment il était avant, parce qu'il est quand même bizarre. Ça fait tellement longtemps qu'il est bizarre qu'il n'arrive même plus à se rappeler comment son frère était avant. Et il dit ça fait à peu près 20 ans que ça s'est passé, mais pour lui, c'est, enfin, ils sont toujours en famille, même si le frère est bizarre. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette histoire. Donc voilà, Higio-sama. Et alors attendez, maintenant je retourne un peu voir ce que vous avez raconté dans le chat de Grand-Père Pepper. Et du coup, on est d'accord, voilà, Higio-sama, ça fait ultra peur. Hein. Parce que moi, j'imagine, je pense que Kune-Kune, ça fait plus peur. Dites-moi si vous avez plus peur de Higio-sama ou Kune-Kune, les deux viennent de la campagne japonaise. Moi, je trouve que Kune-Kune, ça fait plus peur quand même parce que, je sais pas, j'imaginer qu'il y a un truc comme ça qui te bouge. Mais après, un poussin avec des yeux humains, moi, je trouve ça fait peur quand même. Il y a plein de petites légendes comme ça au Japon, sur les forums japonais, tout ça. Il y en a plein. Je vous jure, j'ai vraiment une grosse liste. Kune, trop peur. Voilà, on est d'accord. Moi aussi, je pense que Kune, ça fait plus peur. Mais un poussin avec des yeux humains... Et en fait, le truc, c'est que, apparemment... Alors, attendez, vas-y, kore, misete. Quand Naoya, du coup, a fait ses petites recherches sur Higio-sama, on dit qu'en fait... Donc ça, c'est la première histoire, celle que je vous ai racontée. Je crois que c'est la première apparition, du coup, de Higio-sama sur Internet, tout ça. Mais on dit que si on regarde directement dans les yeux de Higio-sama, en fait, votre âme est aspirée. Et en fait, vous êtes envahi par une autre âme, donc je sais pas, peut-être celle du poussin, mais vous devenez quelqu'un de différent. Votre âme, en fait, a été aspirée. En fait, c'est peut-être pas son frère, au final. Même s'il se rappelle de tout ça, c'est peut-être pas son frère. Une anecdote mignonne pour être mieux là. Est-ce que les Japonais y croient... alors, est-ce que les Japonais y croient vraiment? Bon, on va demander directement à l'intéressé qui m'a récupéré cette légende. On va voir si c'est peut-être une anecdote qui peut t'aider à aller mieux. Nihonjin, hontoni kore shinjiru no tte. Kune-kune toka Higio-sama toka. いやもうなんか、ネットで生まれた都市伝説みたいな、だからあんま信じてない。 Il a dit, il pense pas que les Japonais y croient vraiment parce que c'est une légende qui est née sur Internet. Donc à partir du moment où c'est né sur Internet, peut-être que les Japonais y croient pas forcément. Mais cela dit, les Japonais croient beaucoup aux histoires de fantômes, etc. Yurei toka shinjiru yo ne, daitai, nihonjin. Oui, les Japonais croient vraiment aux histoires de fantômes, aux trucs comme ça. On en avait déjà parlé un petit peu la dernière fois, je crois que c'était aussi pendant le live sur les légendes urbaines. Il y avait plein de trucs auxquels ils croient. Hashaku-sama toka shinjite-ta. Hashaku-sama wa dou nan yaro na. Oui, il y en avait une autre, on avait parlé la dernière fois, c'était Hashaku-sama, c'est une femme de 3 mètres avec un chapeau blanc dans la campagne. Et il y croit. Mais en fait, ça dépend des légendes, je pense. Il y en a qui sont un peu bizarres, genre Higio-sama et Kune-Kune, apparemment. Kune-Kune toka shinjinai ne. Non, il croit pas. Mais Hashaku-sama, la dernière fois, il croyait. Mais Yurei toka shinjiru yo ne. Bah, Yurei wa ne. Ouais, il croit aux fantômes et tout ça aussi. Mais ouais, je crois que c'est assez courant. C'est assez courant les Japonais qui croient aux fantômes, tout ça, parce que je me rappelle que moi, à un moment donné, on avait fait un espèce de petit club de débat quand j'étais à l'université au Japon. Et on avait parlé de se marier. Et moi, j'avais dit, ah, j'aimerais trop me marier dans un château. Et toute la table m'avait regardé en me disant, oh, moi, je pourrais pas, j'ai trop peur des fantômes. Et moi, j'ai trop peur des fantômes pour se marier dans un château. Et donc, en fait, comme si c'était genre une connaissance commune que le fait que les fantômes existent, tout ça. Donc, je pense que les Japonais croient beaucoup aux fantômes quand même. Après, je fais peut-être une généralité, mais je pense que les Japonais croient beaucoup aux fantômes. Vous aurez un bon livre qui parle des légendes du Japon. J'adore limiter les légendes du Japon, mais je sais pas quel livre. Je me demande, Nihon no densetsu ni tsuite,
かおすすめの本。本か。 Hmm, 本は je me demande, les légendes de ce style, les légendes urbaines, je suis pas sûre qu'il y ait des livres. Ah, peut-être, là, je récupère par exemple les légendes du site de Kowabana. Elles sont traduites en anglais, tout ça. Moi, c'est par ce site-là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux légendes urbaines japonaises. Et je crois qu'il y a un livre, Kowabana. Attendez, ça veut pas... Ah, mince, j'arrive pas à vous envoyer parce que je sais pas pourquoi ça m'a déconnecté. Ça m'a déconnecté de Twitch. Mais ça s'appelle du coup Kowabana. Kowabana. Ça veut dire en japonais histoire effrayante. Et du coup là ce serait focalisé donc principalement vraiment sur les histoires qui font peur. Hein. C'est genre légendes urbaines, tout ça. Et voilà. Voilà. Donc ça, je crois qu'ils ont un livre aussi. Ils ont un podcast. Par contre c'est en anglais, c'est tout en anglais. Mais c'est pour ça que moi j'aimerais bien peut-être faire un petit peu un truc en français francophone sur les légendes urbaines japonaises. Parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Vous avez vu de toute façon avec les différents événements qu'on a fait là-dessus. Et voilà. Donc peut-être, je sais pas, les traduire, en faire un podcast ou quelque chose comme ça peut être intéressant. Parce que du coup, Kowabana existe, mais c'est en anglais. Alors du coup, est-ce qu'on passe sur le prochain? C'est quoi? Tsugi wa nanattake? Hitori kakurenbo janakatta? Alors, le prochain, ça va être Hitori kakurenbo. Je sais pas si vous connaissez, il y a beaucoup de légendes de ce style. Vous connaissez par exemple le jeu de l'ascenseur, etc. Ou alors, peut-être que vous connaissez, si vous lisez un peu en anglais, le jeu de gauche, droite. Les jeux en fait où vous suivez une liste de règles et quelque chose se passe. Pour ceux qui connaissent le jeu de l'ascenseur, c'est genre, en fait, il y a une combinaison de boutons à appuyer dans un ascenseur. Et en fait, ça permet de rejoindre notre monde en appuyant en fait sur une combinaison très précise de boutons. Pour le jeu gauche-droite, c'est vous prenez votre voiture, vous allez faites toujours gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite et ça vous emmène dans un monde ailleurs. Il y a quoi encore aussi? Il y a le jeu de l'épouvantail où il y a un épouvantail qui va vous... Enfin, il faut suivre une liste de règles et il y a un épouvantail qui va se retrouver devant votre maison et soit réaliser vos vœux, soit si vous ne respectez pas le rituel, vous faire des trucs pas top. Voilà. Mais il y a plein de jeux de ce style. Et là, je vais vous parler d'un jeu japonais qui est Hitori Kakurenbo. Alors, c'est pas un jeu qui va vous mener dans un monde parallèle comme pourrait le faire le jeu de l'ascenseur ou le jeu gauche-droite. C'est, en fait, littéralement, ça se traduit par le cache-cache tout seul. Voilà, comment jouer à cache-cache tout seul? On va jouer à cache-cache tout seul, tout simplement en se créant un compagnon de jeu. Alors, vas-y. Non, mais c'était... on vous a préparé un petit truc avec les règles. Je vous dis pas de jouer. Moi, les trucs comme ça, j'y crois un peu. Donc, j'avoue, je peux pas vous recommander de jouer. C'est juste pour vous montrer les règles, pour l'histoire. Hein. Alors, ça vous permet d'invoquer des esprits. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Parce que moi, je crois un peu aux trucs comme ça. Ça vient d'un forum japonais. Et du coup, c'est une technique donc, de spiritisme pour invoquer des esprits à l'aide de peluches ou de poupées. Et ça va provoquer des phénomènes étranges dans votre maison. Je vais vous donner la liste des règles. Il ne faut pas le faire. À moins que si vous n'y croyez pas du tout. Mais moi, j'y crois un peu. Ça m'inquiéterait que vous le fassiez. Donc, le faites pas, s'il vous plaît. Mais on va voir ça un petit peu ensemble. Alors, attendez. J'essaie de vous mettre les règles. J'y arrive pas. Alors, ce qu'il faut préparer. Donc, une peluche ou une poupée. Mais en fait, il faut qu'il ait des bras et des jambes. Ça peut pas être genre une boule. Parce que j'ai des peluches en forme de boule, ça peut pas être ça. Il faut que ce soit une peluche avec des bras et des jambes. Il faut du riz. Il faut une aiguille à coudre et du fil rouge. Il faut un couteau, donc un couteau de cuisine ou un cutter, en fait n'importe quel couteau. Il faut un verre d'eau salée. Il faut que vous coupiez vos propres ongles pour les utiliser en tant qu'ingrédient, en tant qu'outil. Et enfin, il faut une télévision. Comment est-ce qu'on joue maintenant, donc à cache-cache seul? Il faut remplir, donc vous allez ouvrir la peluche et vous allez en sortir, donc je crois que c'est du coton qui est à l'intérieur, des choses comme ça. Vous allez sortir le rembourrage et vous allez la remplir de riz et vous allez y mettre vos ongles à l'intérieur. Et puis ensuite, on va la recoudre avec du fil rouge. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, le fil rouge au Japon, c'est le symbole du destin. Donc peut-être que ça a quelque chose à voir. Mais on va la recoudre avec du fil rouge, avec du coup à l'intérieur, elle aura du riz et nos ongles. Oui, je suis d'accord. Je donne les règles juste pour l'histoire. Ne faites pas, s'il vous plaît, ne faites pas.
j'ai traduit. C'est des règles traduites, donc c'est pas forcément extrêmement... j'ai pris des libertés de traduction. J'ai pris des petites libertés de traduction. Donc je me dis ça rend un peu plus safe parce que c'est pas les règles originales techniquement, mais c'est à peu près ça. Mais il faut bien que je vous raconte, il faut bien que je vous fasse peur. Je vais pas vous laisser comme ça. Et du coup, donc dites-vous, j'ai pris des libertés de traduction, d'accord? Peut-être que si vous faites ça, il se passera rien. Ne faites pas ça, ne faites pas ça quand même. Du coup, mais il n'y a pas d'histoire, c'est les règles. Je vous raconte, Bon, je vais vous sauter une partie des règles alors. Ça c'est, ok. Le mystère rouge que été. Attendez, je vais vous montrer. Donc, que cette partie, c'est que la moitié des règles, vous n'aurez pas le reste. Ok, ça va. Ok, ça va. Je vous lis que la moitié. En tant qu'histoire, en fait, il faut bien que je vous raconte un peu qu'est-ce que c'est Historica Colembo. Mais je vous lis pas le reste des règles, comme ça, vous pourrez pas le faire. Du coup, à 3h du matin, il faut dire 3 fois le premier démon, c'est moi, parce que du coup, vous allez chercher la personne, le compagnon que vous avez créé. Vous allez dans la salle de bain, vous remplissez la baignoire d'eau et vous y mettez la peluche à l'intérieur. Et après, vous allez éteindre toutes les lumières de la maison. Vous allez allumer uniquement la télévision et vous allez la régler sur... Alors, mais vous pouvez pas dans tous les cas parce que ça existe plus, ça. C'est normalement, vous savez, à l'époque sur les télés, on avait genre la neige. Vous savez, la chaîne de neige, ça faisait la neige. Et normalement, sur la télé, il faut faire ça. Mais ça existe plus, ça. On est d'accord, il y a plus la neige. Donc, je pense que vous êtes safe. Voilà, il faut la régler sur la neige. Et à ce moment-là, il faut fermer les yeux et il faut compter jusqu'à 10, comme si vous alliez vraiment jouer à cache-cache. Est-ce que je vous lis le reste des règles? Attendez, je vais y jeter un petit coup d'œil. Et du coup, on peut? Désolée, c'est le son. Ok, ça va. Je lis pas le reste. Ça va, je lis pas le reste des règles. Et du coup, ok, kore yomanai. Ok, je vous lis pas le reste des règles. Et du coup, on va passer à Kotoribako. Ok, mon kikitakunai ite, ok. Ok, on va passer à Kotoribako. Alors, Kotoribako, j'hésitais aussi à vous lire la légende complète parce qu'elle est vraiment très très longue, mais je pense qu'on va le faire parce que c'est assez fun quand même de vous raconter ça. Et du coup, je pense que je vais vous la raconter quand même. Vous me dites si c'est trop long que vous en avez marre au bout d'un moment, mais je pense que je vais vous raconter Kotoribako. Donc, soyez prêts parce que c'est... je vais pas dire c'est un peu dégueulasse, mais c'est une légende qui est très 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 connue, Kotoribako. Kotoribako, c'est une boîte. Bako, c'est une boîte en japonais. Donc, ça désigne une boîte, elle est petite, elle est je crois sur 20 cm à peu près. Et il y a un petit peu des décors dessus, enfin des décors, c'est orné de petites décorations. La Kotoribako. Donc, je vais vous lire l'histoire. Et comme tout à l'heure, du coup, au fur et à mesure, donc je traduis au fur et à mesure en fait, donc excusez-moi, c'est pas très fluide. Et je regarderai vos commentaires à la fin, du coup, pour l'instant, je vais pas les regarder. Donc, je lis en tant que narrateur. Je suis le genre de mec qui regarde des blogs pendant mon temps libre. Personnellement, j'ai pas vraiment d'habileté, de talent pour voir les fantômes ou quoi que ce soit. Donc, j'aurais jamais pensé que j'allais écrire ce genre de choses un jour. Mais je suis venue ici sur internet pour vous raconter quelque chose qui m'est arrivé le mois dernier. J'ai la permission de toutes les personnes concernées par l'histoire de la raconter, juste au cas où, je leur ai demandé. Je pense que les gens ici ont plus de chances de croire ce que j'ai à raconter, donc s'il vous plaît, écoutez. Alors, l'histoire principale. Le protagoniste de cette histoire, c'est l'un de mes amis qui a vraiment un talent pour sentir le supernaturel. Le surnaturel, pardon, je vous ai récupéré l'anglais. Qui a vraiment un talent pour sentir le surnaturel. On est amis depuis le début du lycée et on va souvent boire ensemble, même si on va bientôt avoir 30 ans maintenant. Sa famille travaille en tant que prêtre Shinto. Donc vous savez que Shinto, c'est l'une des religions au Japon, c'est la religion japonaise, le Shinto. Et du coup, sa famille travaille là-bas dans un grand sanctuaire où ils vivent depuis plusieurs générations maintenant.
Ils peuvent avoir des emplois normaux, mais pendant les moments particuliers comme le Nouvel An ou alors les cérémonies de mariage, ils travaillent en tant que prêtre Shinto. Un peu comme un petit boulot à côté du travail en fait. Et du coup, cette famille-là habite près du sanctuaire. Donc un jour, ils ont décidé d'aller boire et de se voir à la maison du narrateur d'abord. Donc son ami et sa copine sont arrivés en premier et ils ont joué à des jeux vidéo pendant qu'ils attendaient qu'une autre fille arrive. Et il a dit il va appeler son ami qui du sanctuaire, il va l'appeler M, donc ceux dans la famille travaillent en tant que prêtre. La fille qui est arrivée en retard, S, et lui-même, il va s'appeler A. Donc, je vais vous donner les lettres maintenant en tant que nom. Donc, M, celui qui vit près du sanctuaire et dont la famille sont des prêtres. S, la fille qui est arrivée en retard. Et le narrateur, c'est A. Et du coup, la copine du narrateur, il va l'appeler K. Donc, ils ont joué à des jeux vidéo pendant un moment, pendant qu'ils attendaient. Et puis, il a eu un appel de S, donc la fille qui est arrivée en retard. S lui a dit « Désolée, je vais être un petit peu en retard. On a trouvé un truc un petit peu intéressant dans... c'est une espèce d'abri de jardin. Et ma famille était vraiment genre un peu obsédée par ça. Et comme t'es bon au quiz et au puzzle, tout ça, je me suis dit que j'allais l'apporter. Donc je vais arriver dans pas très très longtemps. » 40 minutes plus tard, S arrive. Et à ce moment-là, ou alors même juste au moment où la voiture de S est arrivée à l'extérieur, M a dit « Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que je devrais faire? Oh là là, mon père est pas là aujourd'hui. » Et le narrateur a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quelque chose de surnaturel encore ?» Et il lui a dit « Non, c'est pas ça. C'est vraiment S, est-ce que t'es sérieuse? » Il a pas dit de quoi il parlait. « S, t'es sérieuse? » Donc M peut voir les fantômes. Mais d'habitude, il en parle pas trop. Il parle pas trop du fait qu'il voit les fantômes. Il parle pas trop de ce qu'il fait en tant que boulot au sanctuaire. Mais des fois, de temps en temps, ça lui arrive un peu de trembler. Comme ça, un petit peu bizarrement. Et tout le monde le savait, donc tous les amis le savaient. Mais comme il voulait pas forcer M un petit peu à parler de ça, en fait, il faisait semblant des fois de pas trop le remarquer. Et du coup, S est arrivé à l'intérieur. Et en fait, M, il a pâli immédiatement. Et il lui a dit, S, qu'est-ce que t'as ramené en fait? Montre-moi ce que t'as ramené. Et elle lui a dit, mais comment ça, t'es en train de me dire que j'ai ramené quelque chose de dangereux? L'abri de jardin est en train d'être détruit. Il va être détruit la semaine prochaine. Donc on a trouvé ça pendant qu'on était en train de faire le nettoyage. Quand elle a dit ça, elle a sorti une petite boîte en bois. C'était à peu près un cube d'à peu près 20 cm. Et du coup, c'était ce dont elle parlait quand elle était au téléphone, quand elle a parlé d'un puzzle. C'était fait de petits blocs de bois, un peu comme des pièces de Tetris. Et M lui a dit, ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas à ça, surtout ne touche pas à ça. Et à ce moment-là, M, il est parti, il a couru aux toilettes, et tout le monde l'a entendu vomir dans les toilettes. Voilà. K l'a suivi, donc K qui est la copine du narrateur, l'a suivi, hop, elle lui frottait le dos pendant qu'il était en train de vomir. Et quand il a eu terminé, M est revenu, et en tremblant, il a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Il a appelé son père, il a dit, papa, c'est Kotoribako. Mon ami a trouvé Kotoribako. J'ai peur, je suis pas comme grand-père, je peux pas le faire comme lui, je pourrais pas m'en sortir. Il a dit ça au téléphone, il a commencé à pleurer. Et tout le monde s'est dit, waouh, ce que S a ramené, ça devait être tellement terrifiant que cet homme qui a 29 ans, il se met à pleurer au téléphone en parlant à son père. Et M, ils ont continué d'écouter ce que disait M, et il a dit, non, c'est pas ça, c'est que je peux voir que la boîte. C'est sûr qu'il y a de la preuve comme quoi c'était là, mais apparemment c'est plus là maintenant. Oui, il y a quelque chose à l'intérieur, dans le ventre de mon ami. Je pense que ça a la forme d'un shippo. Shippo. Il y a un triangle à l'intérieur. C'est un shippo, il n'y a pas de doute. Je t'ai déjà dit que je sais pas comment je vais faire. Et ils ont entendu beaucoup de termes techniques. Donc ça, c'était la conversation de M au téléphone, qui est quand même un petit peu bizarre. On ne sait pas du tout exactement de quoi il parle. Et ils ont entendu beaucoup de termes un petit peu techniques qu'ils ne comprenaient pas.
terme technique, un peu terme spirituel, je pense, parce qu'ils sont prêtres. Et le truc qu'ils ont le plus entendu, c'était Kotoribako et Shippo. Et M a fini en disant ok, je vais le faire. Si jamais ça se passe mal, tu vas avoir besoin, donc en parlant à son père, tu vas avoir besoin de faire le rituel de purification. Je compte sur toi. Et M a raccroché et il s'est mis à pleurer, sangloter pendant les prochaines minutes. Et tellement il avait du mal à respirer, etc. Il s'est assis, il a dit ok, faisons ça. Et il a tapé ses genoux comme ça. Et à ce moment-là, il s'est arrêté de pleurer. Il a dit qu'il était prêt à faire tout ce qu'il devait faire. Et il a dit à A, donc au narrateur, va me chercher un cutter ou un couteau. Et le narrateur a dit mais tu vas faire quoi avec un couteau? Et M lui a dit je vais tuer personne. J'ai besoin de purifier S. Donc la fille qui est arrivée avec la boîte. C'est quoi, c'est beau? C'est quoi? On sait pas encore. On sait pas encore, on va voir après. On aura la réponse après dans la... Je spoil pas, on aura la réponse après dans l'histoire. Et du coup, M lui dit, je vais tuer personne. J'ai besoin de purifier S, donc celle qui est arrivée avec la boîte. S, regarde-moi. C'est peut-être futile de te dire de ne pas être effrayé, mais s'il te plaît, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé. K et A, vous avez besoin d'être forts aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Je ne vais pas perdre. Vous pensez que je vais perdre? Non, je ne vais pas perdre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il le répète plein de fois. N'ayez pas peur. Ne me sous-estimez pas. Je vais y arriver. Je vais montrer à mon grand-père. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, je vais y arriver. Et en fait, il essaie de se motiver tout seul en disant ça. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et voilà, il essaie vraiment d'évacuer ses propres peurs en disant je vais y arriver, je vais y arriver. Arrêtez d'avoir peur, je vais y arriver. Et du coup, S, elle était au bord des larmes parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde était au bord des larmes parce qu'il s'est dit oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et S s'est dit ok, je vais faire de mon mieux. Personne ne savait ce qu'il était en train de se passer. Et S, elle ne s'arrêtait pas de dire ok, j'ai compris, on va le faire. Et du coup, le narrateur a apporté le couteau avec des mains tremblantes. Il lui a dit, donc M lui a dit, je veux que tu pinces l'intérieur de ma cuisse comme ça, aussi fort que tu peux. Aussi fort que tu peux. Et du coup, le narrateur ne savait pas trop ce qui se passait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était... Je crois que Noé est allé voir ce qui se passe avec le chat. Donc, le narrateur ne savait pas ce qui se passait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était obéir à M, en fait. Il lui a pincé l'intérieur de la cuisse. Et pendant qu'il était en train de faire ça, M a coupé le bout de son doigt comme ça, avec le couteau. Et en fait, il lui demandait de le pincer pour un petit peu genre, comment dire, arriver à supporter la douleur. C'est pour ça qu'il lui disait pince-moi la cuisse, pince-moi la cuisse. Il s'est coupé, hop, un bout du doigt comme ça. Et il a dit à S, ouvre la bouche. Et hop, il lui a mis le sang comme ça, dans la bouche. Et il lui a dit, bois le sang. Même si c'est dégueulasse, il faut que tu boives. Et donc, elle s'est mise à pleurer, elle n'arrivait pas à parler. Et là, il a fait une sorte de prière, une sorte d'incantation, pendant qu'elle était en train de boire le sang. Et il l'a répété 5 ou 6 fois. On aurait plus dit une récitation qu'une incantation ou quoi que ce soit, comme s'il récitait quelque chose. Et dès que M a sorti le doigt comme ça de la bouche de S, elle s'est mise à vomir quelque chose qui était rempli de sang. Et M a dit oh, c'est sorti, ok, donc tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tu vas aller bien, c'est sorti. Et ensuite, M a mis sa main ensanglantée sur la boîte que S avait amenée. Il a dit, Kotoribako, ah non ça va pas, j'aurais dû le faire correctement. Et on aurait dit qu'il allait pleurer encore. Et il a dit au narrateur, appelle mon père pour moi. Donc le narrateur a attrapé son téléphone et a appelé le père de M, comme il lui avait demandé, et il lui a mis le téléphone comme ça à l'oreille. Et il lui a dit, papa, je suis désolée, j'ai oublié, est-ce que tu peux faire l'incantation avec moi? Donc avec le téléphone près de son oreille comme ça, et sa main droite, je crois que c'est inversé, je crois. Avec sa main droite à côté de la boîte, 4 ou 5 fois, il a chanté comme l'incantation de tout à l'heure. 4 ou 5 fois.
Et on aurait vraiment dit qu'il récitait un poème. M a répété tout doucement, comme si il s'appliquait pour chaque syllabe. Comme si son père était en train de lui dire fais ça, fais ça, fais ça, dis ça, dis ça, dis ça. Et à la fin, il a dit ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est terminé. Et là, il s'est mis encore une fois à pleurer. Donc K a essayé de le consoler, mais pendant 20 minutes. Il a pleuré non-stop pendant 20 minutes. Donc tous les 4, ils se sont mis à tous pleurer ensemble, parce que ça a fait flipper tout le monde, ils sont tous pleurés. Et tout le long, M a fait bien attention de ne pas toucher la boîte. Surtout de ne pas toucher la boîte. Donc, après que tout le monde se soit calmé, M a demandé au narrateur s'il avait une serviette ou un truc pour qu'il puisse en fait enrouler la boîte dedans. Et comme ça, il peut l'accrocher à sa main. Et il lui a donné une petite serviette de bain. Et il a enroulé donc autour de la boîte. Et M, à ce moment-là, il a dit « Ok, bon, ben, on va boire quoi ?» Et là, tout le monde était choqué. Il a dit « Non, mais je rigole, en fait, va falloir qu'on s'arrête là ce soir. » Et il a demandé au narrateur s'il pouvait le ramener chez lui. Et du coup, soudainement, voilà, il avait... Ça y est, tout le monde était calmé. Il était passé à autre chose. Donc, tout le monde était épuisé. Ils sont tous rentrés chez eux. Et voilà, ils sont partis, ils sont plus vus pour la nuit. Et 8 jours plus tard, apparemment, M a pris un jour de congé au travail. Il n'a pas été au travail. Et il s'est... là, le narrateur dit « Je l'ai vu hier et on a parlé de ce qui s'est passé à ce moment-là. » Et M lui a dit « Alors, la famille de S ne va probablement pas aimer ce que je vais dire, mais il y a ce village sur le mont O, donc la montagne O, sur le mont O. Ils ont des trucs comme cette boîte, là-bas, des trucs qui ressemblent à cette boîte. Mon père l'a amené là-bas et ils s'en sont occupés. Il vaut mieux pas que tu saches quoi que ce soit d'autre à propos de cette boîte. » Et il avait l'air de pas vouloir en parler plus que ça. Quoi qu'on en dise, il voulait pas en parler et ça se voyait. Et le narrateur a essayé de lui poser des questions, mais il voulait pas du tout y répondre. Il disait, il vaut mieux pas que tu saches, il vaut mieux pas que tu saches. Il a juste dit une dernière chose. Il a dit, à l'intérieur de cette boîte, il y a la haine incarnée. Il y a la haine en elle-même. Mais oui, il y avait aussi pas mal de choses à l'intérieur. Il y avait des bouts de doigts. Il y avait des cordons, je sais pas comment on dit, cordons ombilicaux. Je sais pas si on dit on met au pluriel. Et c'est... En fait, il y avait un peu la haine de personnes envers d'autres personnes. Il s'est dit, c'est terrifiant. Et les personnes qui haïssent d'autres peuvent faire ce genre d'objet et c'est absolument immonde. Et dès qu'un objet tel que cette boîte apparaît, son grand-père, donc le grand-père de M, c'est celui qui s'en occupe normalement. Et tout le long où il a été prêtre, il s'est occupé de beaucoup de choses de ce genre, mais M aurait jamais pensé que lui aurait eu à le faire un jour. Et du coup, il prenait pas tellement au sérieux son travail de prêtre, tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été très très impressionné par ce qui s'est passé ce jour-là. Attendez. Vous entendez peu ? Ah, vous m'entendez ? Est-ce que tout le monde... Vous m'entendez bien ou pas ? Dites-moi s'il vous plaît, parce que on n'a pas changé de... Ah, peut-être que c'est ton son, alors je sais pas. Ok, ça va. Si tout le monde entend bien. Peut-être essaye de monter le son. T'as peut-être le son qui est bas sur quelque chose, que ça soit sur Twitch ou que ça soit sur ton ordinateur, peut-être. Je sais pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait eu peur, parce qu'en fait, il pensait pas qu'il allait avoir à faire ça un jour. Et il dit qu'il devrait vraiment étudier plus, mais apparemment, bon, il a pas spécialement un talent pour ça non plus, pour ce genre d'objet. Et aussi, il avait parlé du village et tout ça, mais maintenant que S va bien, il y aura pas vraiment de problème. Et puis, il parlait de l'ancien temps quand il parlait du village, donc voilà, maintenant, il y a pas trop de problème. Donc le narrateur il dit ok, mais est-ce que ça t'embête que je raconte ça un petit peu comme une histoire drôle aux gens ? Est-ce que ça t'embête que j'en parle aux gens ? Et M il lui a dit mais t'aimes vraiment ce genre d'histoire hein, alors que t'arrives même pas à voir les fantômes toi ? Et le narrateur il dit c'est parce que j'arrive pas à voir les fantômes que j'aime bien ce genre d'histoire.
Et M lui a dit ok, il n'y a pas de problème, donc tu peux la raconter l'histoire. C'est pas comme si les gens ils vont être hantés juste parce que tu as parlé de cette histoire. De toute façon, personne va te croire, donc tu peux la raconter comme tu veux. Et voilà, tout le monde va juste te traiter de menteur, donc tu vas rien y gagner au final. Et donc, c'est la fin de cette expérience qu'il a eue. Mais il s'est passé autre chose. Donc ça, c'est les premiers posts qu'il y a eu sur les forums, donc sur l'internet japonais, on va dire. Et cette histoire est devenue très très populaire. Mais il y a eu une mise à jour ensuite. Donc c'est la même personne qui avait posté le premier post qui va reposter sur ce même forum, Fred. Et donc il s'excuse pour avoir fait attendre tout le monde sans mise à jour. Il dit ouais, je vois que cette histoire a eu du succès. Moi j'habite à la campagne, donc s'il vous plaît arrêtez d'essayer de trouver où j'habite, parce que du coup l'histoire avait eu tellement de succès que ils essayaient de trouver où il habitait. Vous savez comment ça se passe les choses sur internet, hein, on sait tous. Et il dit s'il y avait beaucoup de touristes qui venaient maintenant, ça ferait un petit peu peur, donc arrêtez s'il vous plaît d'essayer de trouver où j'habite. Bien sûr, puisque depuis que c'est devenu un petit peu viral, je me suis inquiétée, donc j'ai appelé M et S tout à l'heure et je les ai laissé savoir, leur ai fait savoir ce qui se passait. Et elle m'a dit que même si ils savent où on habite, c'est pas comme s'ils connaissaient les détails, donc arrête de t'inquiéter. Et du coup, j'en ai profité pour demander à M quelques petites choses que j'avais oubliées pendant qu'on était au téléphone hier aussi. Donc, première question qu'il a posée, c'est à part S, est-ce que les personnes qui étaient présentes ce jour-là allaient s'en sortir, même si S s'en était pas sorti? Deuxième question, est-ce que le reste de la famille qui a touché la boîte avant que S ne l'emmène à la maison vont bien? Troisième question, c'était quoi cette boîte? C'était quoi cette boîte? Et du coup, voici les réponses de M. Je vais vous les lire. Alors, concernant 1 et 2, la boîte n'a d'effet que sur les enfants et sur les femmes qui sont en âge de procréer. Donc, le père de S et le petit frère de S n'auraient pas de problème. Par contre, pour la mère de S, si elle a... Ça dépend si elle est ménopausée ou pas. Voilà. Pareil pour la grand-mère de S. Et bien sûr, donc le narrateur, puisque c'est un homme, il n'y aurait pas eu de problème. Et elle me dit qu'il était un petit peu inquiet à propos de K, donc la copine du narrateur. Mais elle n'a pas vraiment touché la boîte pour très longtemps, juste comme ça. Donc ça devrait aller. Et puis si jamais vraiment vous êtes inquiet, il peut l'emmener voir son père, donc le père de M, qui est prêtre. Donc ça devrait aller. Concernant la numéro 3. La question numéro 3. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Donc M ne connaît pas les détails de la boîte non plus. Apparemment, kotoribako veut dire la boîte qui vole les enfants. C'est vrai qu'en japonais, c'est possible que kotoribako, donc bako c'est la boîte, ko ça peut être les enfants, tori ça peut être le verbe toru, une conjugaison du verbe toru qui est le verbe prendre, la boîte qui prend les enfants. La boîte qui prend les enfants. Donc la boîte qui vole les enfants. Et du coup, il ne savait pas si c'était vraiment vrai ou pas, parce qu'on a besoin des kanji en fait pour ça. Pour les gens qui connaissent un petit peu le japonais, on a besoin de kanji pour savoir vraiment ce que ça veut dire. Et du coup, de la manière dont il était en train de parler M, encore une fois, il dit le moins que je sache, c'est mieux. Donc voilà. Après, il a appelé S. Donc après, ce qui s'est passé, donc il y a des personnes qui sont venues donc détruire, vous savez, l'abri de jardin, donc je vous ai parlé, là vous en trouvez la boîte. Et ils se sont un petit peu embrouillés avec le voisin. Et elle voulait en parler avec nous le jour suivant. Donc S, la personne qui avait la boîte de base. Et apparemment, S avait été plus curieuse que ce qu'elle était effrayée. Elle voulait savoir, en fait, au bout d'un moment, elle voulait savoir ce que c'était cette boîte. Plus que ce qu'elle était effrayée, elle voulait savoir. Donc, après en avoir parlé avec M, le narrateur annonce qu'ils vont se voir le lendemain. Mais ils sont pas sûrs que K va venir vraiment. Donc, il va se rencontrer avec M, avec S et peut-être avec K.
Donc, ensuite, on a encore une autre mise à jour. Attendez, tu connais M et S oui, non, je suis en train de traduire du coup le forum. Je traduis un post. C'est pas moi qui raconte l'histoire, je traduis un post. Mais je parle en tant que le narrateur. Donc vous pouvez faire comme si c'était moi, mais sachez que le narrateur est un homme, c'est pour ça. C'est un petit peu important pour l'histoire en fait que le narrateur soit un homme, donc vous pouvez pas trop imaginer que c'est moi. Parce que en fait du coup cette boîte est dangereuse pour les enfants et les femmes en âge de procréer. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dangereuse pour le narrateur. Donc là on a encore une mise à jour, donc après qu'il ait revu M et S et compagnie. Et il dit je vais vous écrire ce qui s'est passé hier. Ça va être extrêmement long, j'étais pas exactement certaine de ce que je devrais faire, mais après avoir parlé aux 4 d'entre eux, j'ai décidé de publier ce qui s'est passé. Je vous demande, j'aurai une demande pour vous à la fin aussi. Donc c'était une très longue conversation, donc la résumée va prendre un petit peu de temps. J'ai aussi entendu des choses qui m'ont choquée, donc je suis un petit peu confus. On a parlé pour près de 5 heures et je me base sur mes souvenirs pour vous expliquer les détails. Donc j'ai un petit peu plus rendu ça un peu comme une conversation. Voilà, j'ai fluidifié la chose, on va dire. Donc s'il vous plaît, voilà, comprenez-moi. Et il y a aussi quelques points que je vais garder pour moi, que je ne vais pas publier ici. Donc la nuit du 6, nous étions censés nous voir chez moi. Mais avec tout ce qui s'est passé avec S et sa famille, et ce qui s'est passé avec son voisin, parce qu'ils se sont disputés avec son voisin, on a fini par aller chez elle, à la place. Donc il y avait le narrateur, il y avait M, S et K. K qui est du coup la copine, je le reprécise à chaque fois parce qu'elle apparaît pas beaucoup dans l'histoire. K qui est la copine du narrateur, et il y avait aussi le père de S, la mère de S, la grand-mère de S et le grand-père de S, parce qu'ils étaient chez S. Et il dit on va appeler le voisin, on va l'appeler J. Donc on lui donne un nom aussi, donc on suppose qu'il va être un petit peu important dans l'histoire. Donc ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui s'est passé 2 jours après les événements de chez lui, donc après les événements de Kotolibako. Les contracteurs donc, qui devaient arriver pour détruire l'abri jardin sont venus et quand ils sont essayé d'entrer dans le jardin, je me suis approchée du coup du père de S. Quand il a dit à J, donc au voisin, qu'ils étaient en train de démolir l'abri de jardin, il a commencé à protester le voisin. Les 2 hommes ont commencé à se disputer et quand S les a entendus, elle a pensé que peut-être il savait quelque chose à propos de la boîte. Donc elle a été dehors pour demander au voisin est-ce qu'il savait quelque chose à propos de la boîte. À ce moment-là, elle n'avait pas vraiment parlé à sa famille de ce qui s'était passé avec M, l'exorcisme et tout ça. Et le voisin a dit surtout ne démolissez pas cet abri de jardin. Et S lui a demandé est-ce que la raison pour laquelle tu veux pas qu'on détruise l'abri de jardin, c'est à cause de cette boîte? Et le voisin avait l'air extrêmement surpris et même paniqué quand il lui a demandé vous avez trouvé une boîte? Qu'est-ce qui s'est passé avec la boîte? Qu'est-ce qui est arrivé à la boîte? Et est-ce que vous allez bien? Quand elle lui a dit ce qui s'est passé, le voisin a commencé à se blâmer en fait et est retourné chez lui. Et S ensuite a expliqué à son père ce qui s'est passé parce que son père il ne comprenait pas du tout de quoi elle parlait avec le voisin. Donc elle lui a expliqué ce qui s'était passé dans la maison du narrateur. Et après, quand elle a entendu l'histoire du voisin, elle voulait dire à ses amis ce qui s'est passé. Mais au final, il n'est jamais venu lui expliquer vraiment ce qui se passait avec la boîte, qu'est-ce que c'était cette boîte, tout ça. Et du coup, ça commençait à l'énerver. Et du coup, pour l'instant, elle n'avait pas d'informations. Donc, elle a convaincu son père d'inviter le voisin. Alors, hop, là, on passe ensuite à l'histoire de M. Donc, M, il a arrêté tout le monde. Il a dit, est-ce que je peux vous raconter une histoire d'abord? Et il a dit au voisin, bon, on va l'appeler J, Monsieur J, cette boîte était à l'origine en votre possession, n'est-ce pas? Si vous parliez du mot malédiction ces jours-ci, tout le monde penserait à des histoires d'horreur, mais cette boîte, vous savez que c'est quelque chose d'étrange quand même. J'ai entendu ça beaucoup de la part de mon père et de la part de mon grand-père et je les ai vus se débarrasser de différentes boîtes similaires. À chaque fois qu'ils parlent de ces boîtes, ils sont vraiment extrêmement sérieux. On ne pourrait pas être plus sérieux qu'eux. Ils ont même
comment on dit ça, un cahier qui détaille tout ça. Et même si ça avait été un accident, beaucoup de personnes auraient pu mourir à cause de cette boîte, et vous le savez. Donc, mon père avait ses doutes, donc ça c'est M qui parle, hein. Mon père avait ses doutes, et le fait que cette fois-ci j'étais directement impliquée, nous a fait checker un petit peu justement le cahier où on détaille ce genre de boîte. Ça nous a montré la localisation du Shippo, qui était la maison de J, donc la maison du voisin. Si c'est correct, alors quelque chose ne va pas. Ah, attendez, il faut que je charge l'ordinateur. Naoya? Oui. Charger wa? Non. Eh, attendez, je vais charger l'ordinateur. Eh, mais... Ah, attendez, mon ordinateur va s'éteindre là où je suis en train de vous lire les histoires. Hop. Attendez. Ok. Du coup, je continue. Et du coup, ils se sont rendus compte quand ils ont parlé avec le père que le Shippo dont on parlait tout à l'heure, qu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est, se trouve dans la maison de J. La localisation était la maison de J, celle qui était inscrite dans le cahier où il détaille toutes les histoires sur ses boîtes. Et par contre, leur famille, la famille de M, la famille de prêtres, a pour règle de ne pas s'impliquer avec ces boîtes. Mais cette fois-ci, ils n'avaient pas le choix. Le père de M voulait venir, mais comme M, c'était celui qui devait purifier la boîte, alors c'est lui qui est venu ce jour-là pour rencontrer le voisin. Donc le voisin s'est tu complètement, il est tombé silencieux, comme tout le monde. Et c'était quelque chose donc entre M et le voisin. Et M lui a dit, bon, alors si la boîte était dans votre maison, bien sûr, il n'y avait aucun moyen que le père de S sache quelque chose à ce propos. Ça, je peux comprendre. Mais, alors, le grand-père de S a reçu cette boîte d'une autre famille et est mort très peu de temps après. Selon le cahier donc, qu'ils ont où ils détaillent les kotoribako, alors, en une année, la boîte a bougé de la première famille qui l'a donné en cadeau à la maison de S, à la maison de J. Le grand-père de S n'avait pas le temps en fait de parler à son fils de la boîte, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'en savait pas trop. Mais selon le nombre d'années dans les arrangements, c'est un petit peu difficile de penser que c'était le tour du père de S de s'occuper de la boîte. Parce qu'apparemment, du coup, je pense que c'est peut-être parce que les hommes en sont un peu immunisés, ils se passent la boîte les uns après les autres. Peut-être parce que du coup, comme ça, la malédiction ne tombe pas directement sur l'un d'entre eux. Je sais pas, ça c'est ma théorie, je continue de vous lire. Et du coup, il trouve ça un petit peu étrange. Et donc, M dit qu'il n'a pas exactement bien regardé, mais il a été surpris en regardant le cahier quand même. Il s'est dit qu'il devait y avoir eu une erreur parce que le voisin, soit il connaissait pas l'existence de la boîte, mais en fait, il connaissait l'existence de la boîte. Ça aurait dû être à lui. Et pourquoi il était dans l'abri de jardin. Et même s'il connaissait l'existence de cette boîte, c'est lui qui aurait dû la prendre. Et pourtant, il ne l'a pas prise. Et en fait, il n'a rien dit à propos de cette boîte. Il les a laissés tomber sur la boîte. Alors que normalement, c'est quelque chose qui s'est changé, hop, les uns après les autres. Donc cette fois-ci, M a été capable de purifier la boîte. Et si... attendez, peut-être que je saute un petit peu là, tout ce qu'il raconte M, parce que c'est un petit peu long. Et voilà, c'est un arrangement qui a été fait par leurs ancêtres, en fait. Et le voisin ne l'a absolument pas respecté. En fait, il a laissé la boîte dans l'abri de jardin telle quelle. Et en fait, il les a laissés tomber dessus. Il a bien eu de la chance qu'il ne se soit pas passé quelque chose d'absolument horrible. Donc voilà, en plus, il y a eu plusieurs femmes, du coup, qui ont été près de cette boîte, comme la copine du narrateur, tout ça. Et du coup, c'était quand même très dangereux. Donc voilà, il est un peu en train de réprimander, on va dire, le voisin. Et voilà. Et là, maintenant, on va voir l'histoire du voisin. Donc, le voisin dit, je vais vous expliquer un petit peu à propos de la boîte. Donc, tout le monde, regardez, toutes nos familles, regardez le Chippo. Alors, cette fois-ci, c'est plus Shippo, c'est Chippo. Apparemment, le narrateur dit, je crois qu'en fait, on avait mal compris, c'était pas Shippo, c'était Chippo. Et apparemment, c'est un petit peu comme ça qu'ils appellent la boîte. Donc, la boîte avait été
partagé entre ces 3 maisons. Donc les 3 maisons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc chacun leur tour, en fait, ils surveillaient la boîte. Mais après que on va dire le chef de famille meurt, la prochaine maison à le recevoir, c'est l'héritier de la prochaine maison. Et après, hop, il le garde jusqu'à ce qu'il meure. Et après, hop, ça passe à la prochaine maison, ça passe à la prochaine maison, ça passe à la prochaine maison, etc., etc., etc. Et du coup, c'est le chef de famille qui doit expliquer à propos de la boîte à son héritier, on va dire. Bon, c'est un petit peu des anciennes idées, mais je pense que vous avez compris. Expliquer à son héritier. Et s'il n'a pas d'héritier, alors, ils expliquent quand ils ont un héritier. Donc, si jamais ils n'ont pas d'héritier, alors, hop, la boîte passe directement à la famille d'après. Et c'est pareil pour tout le monde. Voilà. C'est comme ça, exactement, qui fonctionne. Donc, entre les 3 familles. Et ils essayent de pas trop en parler ensemble. C'est juste, en fait, ils se passent la boîte les uns aux autres pour affaiblir ce qui se trouve dedans. Donc, quand le chef de famille d'une famille reçoit la boîte, ils doivent absolument la garder loin des femmes et loin des enfants. Et après, les familles qui ne sont pas celles qui gardent la boîte doivent bien surveiller la famille qui garde la boîte. Et après, voilà, ils reçoivent un papier pour se protéger, qu'ils mettent sur la boîte, tout ça. Là, c'est beaucoup de règles. Est-ce que je vous saute un petit peu tout ça, peut-être ? Je vous ai dit, j'hésitais à vous la donner en entier parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très longue. Mais voilà, donc à l'origine, le voisin était supposé recevoir la boîte après que le grand-père de S soit mort. Mais en fait, il a eu peur. Et du coup, il s'excuse, il est désolé, etc. Et il savait pourtant que ça n'avait aucun effet sur les hommes et que lui était un homme, mais il avait quand même peur. Et du coup, il était terrifié que quelqu'un lui apporte la boîte. Donc, il s'est rendu compte, par contre, que le père de S ne lui a jamais apporté la boîte. Donc, peut-être ne savait-il pas. Et du coup, il s'est dit, c'est ma chance. Il m'apporte pas la boîte. Je vais profiter qu'il m'en apporte pas. Qu'il me l'apporte pas, je vais pas du tout en parler. Et du coup, il a un petit peu demandé de manière détournée au père de S s'il savait à propos de la boîte. Et apparemment, il ne savait pas. Et du coup, c'est resté dans l'abri de jardin. Donc, voilà. Il a essayé de se débarrasser de la boîte et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans l'abri de jardin. Mais comme c'est une sorte de malédiction, voilà, qu'ils étaient censés se passer de famille en famille, et bien c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés avec ce genre de problème. Attendez, je pense que je vais pas pouvoir tout vous lire, c'est vraiment très très long. Je sais pas si je regarde un petit peu, vous êtes toujours là parce que c'est vraiment très 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 long. Mais oui, principalement, alors je vais vous mettre le lien si vous voulez aller la lire. Je vais vous mettre le lien en anglais. Alors attendez, hop. Je vais vous mettre le lien dans le chat parce que c'est vraiment... Là, on a fait à peine la moitié de la légende. Je pense que je vais vous laisser aller la découvrir par vous-même parce que j'ai peur de vous ennuyer en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait déjà... Ouais, ça fait un moment que je vous la raconte. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous voulez vraiment la suite, je peux la faire aussi, mais ça va être très long. Je pense qu'on en a au moins pour encore 1 demi-heure, 45 minutes à juste parler de Kotoli Bako. Moi, je trouve ça super intéressant. Ah, merci. Attendez, je vais quand même vous envoyer le lien tant que j'y suis, comme ça, vous pouvez y aller. Je vais peut-être continuer un petit peu, mais ça va être moins fluide parce que du coup, je vais sauter un peu des parties parce que, en fait, il parle un peu pour ne rien dire à des moments. Donc, alors attendez, j'essaie juste de me connecter pour vous envoyer le lien. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ok, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, le lien, ça s'appelle Kotoli Bako et c'est sur Kowabana. Alors, du coup, je vais continuer un petit peu, je pense. Et du coup, voilà, je continue. Donc, attendez, je reviens parce que du coup, je suis descendue pour aller voir à peu près jusqu'où c'était. Et du coup, ah oui, voilà. Donc, elle lui dit, ok, je vois, c'est donc ce qui s'est passé. Donc, même si vous n'avez pas pris la boîte, vous deviez un petit peu la surveiller, qu'elle était dans l'abri de jardin. Et vous avez quand même pas réussi à y échapper au final, puisque vous vous retrouvez donc à parler de la boîte maintenant avec nous. Et donc, ça fait 19 ans en fait que vous étiez censé récupérer la boîte et que vous n'avez pas récupéré, donc je suppose que ça vous inquiétait. Et de toute façon, même si vous l'aviez récupérée, moi j'aurais eu à la purifier. Donc ça, c'est M qui dit ça. Et donc, attendez, je vais sauter un petit peu. Voilà, M dit, je suppose que vous demandez tous ce qui se trouve
Est-ce que Sadako, les... Alors, j'en profite du coup, pendant que j'étais en train, pour répondre à, du coup, ce commentaire. Est-ce qu'on va aborder les légendes du type Sadako ou les créatures? Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 4 légendes. Du coup, aujourd'hui, on a eu, du coup, Kune Kune, Higio Sama, Hitori Kakurembo et Kotori Bako. Mais c'est possible qu'on les aborde. Les kappas, je suis pas sûre qu'on les abordera dans cette rubrique. Peut-être plus dans les légendes, parce que ça reste des légendes, pas des légendes urbaines. Mais je pense qu'on les abordera un jour parce que, de toute façon, on veut un petit peu plus se concentrer aussi sur les trucs, sur les yokai, tout ça. C'est un truc qui nous intéresse beaucoup. Donc je pense qu'on va le faire aussi. Et Sadako, tout ça, j'avoue que j'ai jamais regardé. Donc je vais aller... je pense que ça peut être intéressant aussi à partager. Mais ouais, on essaie de présenter à peu près 4 ou 5 légendes à chaque événement. Comme ça, on a encore du contenu pour les prochains événements. Donc ouais, ça peut être un truc qu'on pourrait présenter. Ouais. Donc voilà. Pour Kotori Bako, du coup, là, on en était au moment où M dit, je suppose que vous vous demandez tous ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Il y a un bon livre qui parle des yokai. J'en ai vu un l'autre jour qui était très très beau. Je l'ai pris en photo. Si tu m'envoies un message sur Instagram ou quelque part, je peux t'envoyer la photo du livre. Sinon, il y en a pas mal quand même. Hein. Envoie-moi un message et je t'enverrai des recommandations de livres parce que du coup, je peux pas te montrer de photos là. Mais un live sur la nourriture japonaise, oui, bien sûr. Tout à fait. N'hésitez pas à proposer des thèmes de live. La nourriture, ouais, on n'avait pas trop fait la nourriture, c'est vrai. J'aimerais bien qu'on fasse un live cuisine un jour. Une fois, on a fait un live plus ou moins cuisine où on a cuisiné c'était cette année, on a cuisiné des chocolats de la Saint-Valentin ensemble. Mais ouais, on peut faire un live sur la cuisine japonaise. En plus, Naoya adore cuisiner. Donc là, il est parti parce qu'il se sentait pas très bien. Mais Naoya adore cuisiner. On pourrait vous montrer un petit peu comment cuisiner, tout ça. Et voilà. Et du coup, pour revenir donc à Kotori Bako, donc M dit, je suppose que vous vous demandez tous ce qu'il y a à l'intérieur de Kotori Bako. Donc puisqu'on en est venu jusque-là, s'il vous plaît, écoutez jusqu'à la fin. Je ne sais pas tout, mais je vais vous dire ce que je sais. La boîte est terminée, donc je ne pense pas que ce sera un problème, mais en vérité, il y a 2 autres boîtes où il va falloir qu'on les gère à un moment donné. Donc, j'ai quand même décidé de vous dire. Et de toute façon, c'est quelque chose que le père de S, il aurait dû être au courant, donc tant qu'à faire, je vais vous dire. Donc, la boîte s'appelle Kotori Bako, ce qui veut dire la boîte qui prend les enfants. Ça a été créé pendant la 2e moitié des années 1860. Et ça a été rempli par les corps d'enfants tués par leurs parents. Dans le passé, ce village a été un endroit où il y a eu énormément de discrimination absolument horrible et de persécution. Et du coup, puisque la persécution était absolument horrible, eh bien, les enfants étaient souvent tués. Donc, c'est un faux nom. Le village Yoshida, qui est un faux nom, donc c'est pas le vrai nom du village, était du coup sous le contrôle de la famille Yoshida. Et les persécutions sous leur contrôle étaient particulièrement ignobles. Et si du coup des personnes, des chefs de famille, etc. voulaient des enfants, ils auraient des enfants, mais c'était très difficile de les élever avec le peu d'argent qu'il y avait, avec la misère, etc. Donc en fait, pour les épargner une vie extrêmement compliquée, ils tuaient leurs enfants. Voilà. Et donc là, il parle un petit peu d'histoire japonaise, je ne sais pas si vous allez connaître, mais il parle d'un soulèvement qu'il y a eu dans les îles Oki dans la 2e moitié des années 1860. Et ça a pris environ 1 année pour arriver à calmer ça. Mais à ce moment-là, l'une des personnes qui était impliquée là-dedans s'est échappée et est venue dans ce village. Et bon, tout ça, c'est un peu l'histoire. Je suis pas sûre que ce soit une vraie histoire ou pas. Mais voilà. Donc, attendez, peut-être que je vous saute un petit peu les choses. Parce que voilà, la personne a fui jusqu'au village. Les gens du village c'était déjà compliqué la vie. Et ils se sont dit, ah mais lui, il va nous apporter encore plus de problèmes. Donc, ils ont essayé de le tuer. Mais il leur a dit, si vous m'aidez,
je vous donnerai une arme. Et cette arme-là, c'était une petite boîte. Ou, plutôt, en vérité, la manière de créer cette petite boîte. C'était ça, l'arme. Et quand les villageois lui ont demandé, mais quel genre d'arme est-ce que c'est ça, il a commencé à expliquer. Et ils ont tous été d'accord pour les conditions qu'il a données. Donc, il leur a donné une condition de plus. Il allait leur montrer comment faire la boîte, mais il voulait qu'il leur donne la première boîte qu'ils créeraient par eux-mêmes. Et du coup, s'ils étaient d'accord, alors il leur apprendrait comment faire la boîte. S'ils ne pouvaient pas être d'accord avec ça, alors qu'ils le tuent, ils s'en foutaient. Et du coup, les villageois étaient d'accord, et du coup, la personne leur a montré comment faire la boîte. Apparemment, il leur a dit qu'une fois qu'ils savaient comment faire la boîte, ils pouvaient quand même arrêter et ne pas la faire, mais il leur a aussi dit, une fois qu'on commence à faire ça, alors il faut absolument que vous le fassiez. La première étape, c'était mettre ensemble quelques pièces très complexes de bois pour créer une boîte. C'était en fait fait d'une manière à ce que ça ne pouvait pas être ouvert de manière facile. C'était un puzzle en fait très très compliqué et c'était la partie la plus compliquée du procédé de création. C'était vraiment très compliqué de mettre toutes les pièces ensemble, tout ça. Et c'est pour ça qu'il dit en fait que cette boîte ressemblait à un puzzle. Et c'est le premier truc que S a dit d'ailleurs. Oui, est-ce que tu sais faire les puzzles, tout ça? Parce que la boîte elle ressemble à un puzzle. Et ensuite, l'intérieur de la boîte est recouvert du sang d'un animal, une femelle. Et après, ils attendent une semaine et ils mettent un couvercle avant que le sang ne sèche intégralement. Ensuite, l'intérieur. Ça, c'est l'origine du nom Kotoribako. C'est exactement ce que vous imaginez. Ils mettent des parties, des membres d'un enfant qu'ils auraient tué à l'intérieur. Et ça peut être des bébés qui viennent de naître, ça peut être le cordon ombilical, ça peut être le bout d'un de leurs doigts, ça peut être des intestins. Pour les enfants jusqu'à 7 ans, ils mettaient forcément leurs doigts ou alors les intestins. Et pour les enfants jusqu'à 16 ans, juste le doigt. Et ensuite, ils ferment le couvercle et le nombre d'enfants à l'intérieur change le nom de la boîte. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Shippo ou Chippo. Un enfant, c'est Ippo. 2 enfants, c'est Niho. 3 enfants, c'est Sampo. 4 enfants, c'est Shippo. 5, Goho. 6, Loppo. Et 7, c'est Chippo. Donc au début, on pensait que c'était 4. Et en fait, la boîte dont il parlait, c'est 7. Et apparemment, il pouvait aller en mettre encore plus que ça. Et ensuite, chaque boîte devait avoir un sceau pour indiquer quel genre de boîte c'était. Donc si c'est Ippo, c'est un triangle. Si c'est Niho, c'est un carré, et ainsi de suite. Mais la boîte que, du coup, la personne qui s'était échappée jusqu'au village recevrait, la Hakkai, avait besoin de 8 enfants en dessous de l'âge de 7 ans. Et en plus de ça, il avait besoin aussi d'une femme et d'un autre enfant. Il a dit aux villageois que sous aucune circonstance, il ne devait refaire une telle boîte, un Hakkai, avec 8 enfants. Et donc voilà, après avoir entendu ça, normalement, toutes les personnes saines s'arrêteraient et diraient non, jamais de la vie on ferait ça. Mais les villageois, quand même, ont dit d'accord. Et ensuite, ils l'ont fait parce que c'était une arme. Leur vie était très très compliquée. Donc, ils avaient besoin d'une arme. Et apparemment, voilà, leur santé, ils étaient vraiment pas bien, donc ils ont dit oui. Et en fait, la persécution aux mains de la famille qui régnait un petit peu sur ce village était tellement terrible qu'ils se sont dit que en fait, ça valait le coup de tuer leurs propres enfants pour avoir une arme contre cette persécution-là. Et ensuite, du coup, cette première boîte a été faite. Coucou tout le monde. Et attendez, je crois à ce genre d'histoire que la vidéo des
Ouais, je sais qu'il y a ce genre d'histoire, ça existe, hein. Ça existe aussi, hein. Mais là, du coup, c'est une histoire d'internet, donc je sais pas si c'est vraiment vrai, mais ça existe ce genre de légende quand même, hein. Ça existe. Et du coup, effectivement, ils ont créé la première boîte, donc la plus puissante en fait. Je suppose que c'est la plus puissante parce qu'il y a 8 enfants dedans. Et c'est ce qu'on appelle la Hakkai. Et donc, pour montrer un petit peu les effets de la boîte, ils ont utilisé donc la femme et l'enfant en plus. Donc, il y a 8 enfants à l'intérieur et il a demandé aussi qu'on lui donne une femme et un enfant pour tester les effets de la boîte. Et donc, les effets de la boîte, c'est un petit peu comme on en a parlé un peu plus tôt. La boîte les possède et ensuite les tue extrêmement douloureusement. Donc, en fait, leurs organes internes sont déchirés et même pas en touchant la boîte, juste en étant proche de la boîte. Donc, en voyant directement les effets de la boîte devant leurs yeux, les villageois, ils se sont dit « Ah, on va créer notre boîte, nous aussi on veut faire ça, on va créer notre boîte. » Et du coup, ils ont créé une Tipo. C'est celle avec les 7 enfants dedans. Et en moins de 2 semaines, ça avait tué 15 enfants et une femme. Et ensuite, ils ont donné la boîte, du coup, au chef du village, Yoshida, en faisant semblant que c'est un cadeau de notre part, etc. Et ensuite, ils ont tous souffert. Du coup, les membres de la famille, donc les femmes, tout ça, et les enfants de la famille qui persécutaient les autres, et ils ont vomi du sang et sont tous morts de manière absolument atroce. Donc, ensuite, ils ont dit à tout le monde, ne vous mêlez plus des affaires du village. Et ils voulaient être seuls, tout ça, et ils disent, on pardonnera pas ce qui nous a été fait, on a été persécutés, etc. Mais si on nous laisse tranquille, on ne va plus faire de mal, on ne va plus utiliser l'arme, tout ça. Et voilà, ils demandaient à plus personne de venir, et sinon, ils allaient être maudits par la boîte. Maintenant qu'ils avaient cette boîte-là. Et du coup, alors attendez, je vais sauter un... Donc ils ont continué à faire des boîtes, et il y a eu en tout 7 boîtes. Donc ça fait beaucoup, je suppose qu'il y avait... parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, il y a, selon le nombre d'enfants qu'il y a à l'intérieur, on peut aller jusqu'à 7, puisqu'ils ont demandé de ne plus en faire jusqu'à 8. Donc je pense qu'il y en a une pour chaque. Et donc ils ont continué à faire des boîtes, tout ça. Et les femmes et les enfants n'avaient pas le droit de les approcher, parce qu'ils essayaient quand même de protéger les gens du village. Et ils devaient les garder dans des endroits sombres, dans des endroits humides. Et le pouvoir des boîtes était censé s'affaiblir au fur et à mesure que le temps passait. Et si jamais ils n'avaient plus besoin des boîtes, alors ils devaient les emmener au sanctuaire, comme ça le sanctuaire allait s'en occuper. Et voilà, ça ne devait pas être un temple. Le temple, c'est bouddhiste. Ça devait être un sanctuaire Shinto. Donc, ils ont continué de faire des boîtes pendant 13 ans. En dehors de la première boîte, ils en ont fait... à chaque fois qu'ils avaient besoin de boîtes, ils en ont fait. Et voilà, ils ont continué de tuer leurs enfants, de détester la famille Yoshida, tout ça. Et voilà, ils voulaient vraiment récupérer l'intégralité du village. Ensuite, ils ont fait une 16e box. Une 16e boîte. Donc, il y avait 6 hippos, donc 6 pour 1, 2 pour 2, 5 pour 5 et 3 pour 4. Et donc, en tout, ça voulait dire que 56 enfants étaient à l'intérieur des boîtes. Donc, ce qui est quand même énorme. Donc, dans la 13e année, il y a eu un accident. À ce moment-là, toutes les boîtes étaient gardées dans dans un seul endroit pour être surveillées. Et un enfant de 11 ans est entré dans l'endroit et en a volé une. Et le pire, c'est que c'était un typo, donc c'était 7 enfants dedans, donc c'était une boîte très très forte. Et voilà, le plus il y a d'enfants dedans, le plus c'est fort. Et donc voilà, il s'est dit, j'ai trouvé un nouveau jouet intéressant. Il est retourné chez lui avec la boîte. Et en moins d'une journée, absolument tout le monde, donc les femmes et les enfants dans sa maison étaient morts. Donc pour la première fois, les villageois, en fait, ils ont commencé à avoir peur des boîtes, parce qu'il peut y avoir des accidents de ce style. Donc ils ont vraiment senti le pouvoir des boîtes, et ils se sont dit, oh là là, ça peut se retourner contre nous, en fait, si on ne fait pas attention. Donc ils se sont dit, si on ne se débarrasse pas des boîtes, eh ben, ça peut arriver encore. Donc ils se sont dit, on va s'en débarrasser.
Donc voilà, il y a des représentants qui sont venus voir la famille de M à ce moment-là, et c'est pour ça qu'en fait ils ont commencé à s'occuper des boîtes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils disaient que son grand-père, son père, etc., ils s'occupaient des boîtes pour s'en débarrasser. Et bien c'est comme ça que les gens du village sont venus aller voir la famille de M pour lui dire débarrasse-nous des boîtes. Mais certaines étaient trop fortes, donc elles devaient être affaiblies d'abord. Et c'était fait comme de la manière dont l'a expliqué le voisin, en passant de famille en famille, en famille, en famille. Et comme ça, on affaiblissait les boîtes pour qu'ensuite la famille de M, donc des prêtres de sanctuaire Shinto, puisse s'en débarrasser, les détruire. Donc voilà, sauf que ça a bloqué au moment où le voisin a dit « Ben, moi, je veux pas le faire ». Et il a laissé dans l'abri de jardin, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec une galère. Donc voilà. Alors, ensuite... Ah oui, du coup, la personne qui a écrit... Donc là, on a terminé l'histoire, et la personne qui a écrit le post demande si jamais quelqu'un a des informations à propos des Kotoribako, s'il vous plaît, de lui donner les informations. Donc, il ne veut pas donner de détails concrets à propos de l'endroit où il vit, et il ne veut pas lui donner leur nom, mais il veut absolument en savoir plus si jamais quelqu'un en sait plus sur les Kotoribako, parce qu'il y a beaucoup de choses que M ou son père ne savent pas non plus. Et il y a beaucoup de choses parce que le temps a passé et qu'on va dire... on oublie des choses et du coup, il y a plein d'informations qu'ils n'ont pas. Donc voilà, qui est l'homme qui a enseigné comment créer les boîtes et d'où viennent les boîtes à l'origine? Comment est-ce que lui a appris à faire les boîtes? Pourquoi est-ce qu'il était là-bas, dans les îles Oki? Où est la première boîte? Celle qui a été faite avec 8 enfants dedans, le Hakkai, la plus puissante. Où est cette boîte-là? Qu'est-ce qu'il est arrivé à l'homme qui a reçu cette boîte-là, qui a disparu ensuite? Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette boîte-là? Donc ça, c'est tout ce qu'il veut savoir et qui demande du coup aux internautes s'ils savent, s'ils ont les informations, ces informations qu'ils demandent sur les Kotoribako. Donc voilà, ils cherchent un petit peu plus d'informations, mais apparemment, il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Donc, c'est la fin de... Donc, je vous ai sauté un petit peu des parties parce que c'était très long. Vous avez vu, c'était très long. Ça allait beaucoup en profondeur, mais c'est du coup la fin de Kotoribako. Et du coup, c'est la fin de nos petites histoires aujourd'hui. Je vois on a fait... Je crois que c'est l'un de nos plus longs lives. C'était assez long. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était quoi la pire histoire? Discutons encore un petit peu et ensuite, je pense que je terminerai le live, puisqu'on a terminé un peu les histoires. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? On a terminé du coup Kotoribako. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là un petit peu pour répondre à vos questions pendant 5 minutes à peu près. Enfin, ça dépend de combien de questions j'ai à répondre. Et après, je vous laisserai. Et on se retrouvera pour un prochain événement, j'espère, ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je pense que je mettrai ce replay sur YouTube. Parce que comme ça, je m'écouterai. Je verrai si j'ai bien raconté. Le pire, c'est l'histoire des boîtes et après les poussins. J'ai adoré. Ouais, l'histoire des boîtes, c'est... en fait, moi, c'est horrible. Parce qu'en fait, on parle vraiment genre de tuer des enfants et tout ça. Et c'est atroce. Moi, je trouve... Connais, ça me fait plus peur que les poussins. Le truc là qui bouge comme ça. Ça me fait plus peur que les poussins. Mais la dernière, elle est particulière. Elle est vraiment dégueulasse. C'est atroce. Rien que d'imaginer tout ça. Ils découpent les enfants, ils les mettent dans la boîte. Ça me... c'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc, ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres avis ou pas? Sinon, je vous laisserai et on se reverra pour un autre événement. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez avoir les notifications. Je pense qu'on refera des événements. Les détails de la dernière sont particulièrement atroces. Oui, encore, je vous ai sauté des trucs. Hein. Je vous ai sauté des trucs parce que c'est vraiment dégueulasse. Imaginez les enfants japonais quand ils doivent avoir peur. Oui, les histoires d'horreur japonaises, elles sont exceptionnelles. Il y a vraiment beaucoup d'histoires d'horreur. En plus, je vous ai dit, ils croient beaucoup aux fantômes et tout ça. Hein. C'est... par exemple, ouais, les fantômes, ça reste dans les tunnels. Il faut faire attention aux tunnels au Japon. Il y a beaucoup de tunnels hantés. Il faut faire très attention. Enfin, pour ceux qui y croient. Et ça fait peur. Franchement, les histoires d'horreur... Nous, je sais pas si on a beaucoup d'histoires d'horreur ou de légendes urbaines qui soient très connues. Je sais qu'on a la Dame Blanche ou des trucs comme ça.
On en avait discuté un petit peu la dernière fois. Il n'y a pas énormément de légendes urbaines françaises qui sont très connues. Mais au Japon, il y a beaucoup de légendes urbaines qui sont très connues. Il y en a certaines, du coup, ça devient des films. Tout ça, par exemple, la station Kisaragi que je vous ai présenté la dernière fois, ils en ont fait un film. Ils en ont fait des chansons. Ils en ont fait... Ah oui, il y a le... Ok, j'ai pensé à une autre légende urbaine dont je vais vous parler. Il y a, du coup, il y a encore plein de légendes urbaines dont je peux vous parler. J'ai envie limite de faire un podcast où je vous présente des légendes urbaines de manière un petit peu plus fluide, parce que là, je vous traduis au fur et à mesure. Je suis peut-être un petit peu embêtant à écouter. J'aime beaucoup ce genre de live. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est mes préférés à faire aussi. Je suis super contente de les faire à chaque fois et je suis trop contente que ça vous plaise. Je pense vraiment que je vais garder celui-là en tant que replay. Et je vous le mettrai sur YouTube. Il faut me faire penser, mais je vous le mettrai sur YouTube. Du coup, je pense que je vais vous dire bonne journée à vous. Il est presque minuit et demi ici. Et j'espère qu'on se reverra la prochaine fois pour un autre live. Et on refera dans tous les cas des lives de légendes urbaines parce que c'est vraiment mes préférés. Et du coup, voilà, j'adore découvrir de nouvelles choses sur le Japon. Merci, moi aussi j'adore. J'adore vous faire découvrir de nouvelles choses sur le Japon. Et ça me fait super plaisir. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir été là. C'était vraiment super sympa de vous raconter tout ça. De savoir que vous étiez là à m'écouter, surtout que je parlais pas toute seule. Parce que des fois, j'avoue, j'ai un peu l'impression de parler toute seule par ici. Mais ça m'a fait trop plaisir. C'était super sympa de pouvoir en discuter avec vous. Et du coup, bonne journée à vous. Et au revoir. Attendez, j'ai arrivé à faire éliminer le live.